une trentaine de séances et l'intervention d'un conciliateur à obtenir une première convention collective. Ils ont établi des lignes de piquetage devant le siège de Cogeco sur la 6e rue. Le conflit touche tous les préposés au service à la clientèle, à la comptabilité, aux canaux spécialisés et à la conception technique. Le syndicat et l'employeur ne s'entendent pas sur l'organisation et les horaires de travail. Si bien sûr le temps le permet. La direction de l'institution accorde ce privilège aux élèves de 4e année seulement, puisque ceux-ci ont abordé le thème de l'astronomie pendant plusieurs semaines dans le cadre de l'enseignement du français. Tous ont bien pris soin de se fabriquer une petite boîte de carton destinée à protéger les yeux. Un éclipse de soleil? Ben, c'est quand la Lune, elle passe entre le soleil et la Terre, elle bloque le soleil, fait qu'on voit plus la lumière, ou ben on voit juste un anneau de soleil. J'ai hâte d'en voir, ça va faire ma première fois que je vais en voir une. Puis ça, j'ai hâte de la voir. Ben, parce que c'est un phénomène naturel, puis ben, j'aime ça, là. Ça fait partie de la nature, puis c'est intéressant. La Cour supérieure a pris en délibéré la requête en radiation d'allégués adressée par l'évêque du diocèse de Nicolet. Il y a 21 ans. C'est le député Maurice Richard qui l'y a amené pour tenter de faire débloquer le projet de reconstruction présenté à la société immobilière par un promoteur privé. La visite a duré le temps de brèves explications et d'une photo. Juste avant, le ministre avait pris soin de dire ce que tout le monde veut entendre. Le projet l'intéresse, mais il reste encore à conclure les aspects légaux d'une entente inusitée. Il reste des fils à attacher. Là, il faut voir comment la société immobilière peut consentir là, le droit là, à un promoteur de construire comme on le désire. La première phase du projet, d'une valeur d'1 750 000 $, est présentée par un groupe de promoteurs qui veut reconstruire l'aile nord du séminaire. Il voudrait la louer au CLSC de Nicolette, qui se cherche de nouveaux locaux, et aussi à l'Institut de police, qui a besoin de chambres pour ses stagiaires féminines. Le ministre promet de traiter le dossier avec célérité en se défendant d'avoir des objectifs électoralistes. C'est vrai qu'on ne fait jamais de signature conditionnelle à gagner les élections. Le jour où la SIC va s'être entendue avec le promoteur, avec les gens ici qui sont intéressés au projet, le projet va pouvoir aller de l'avant. Aussitôt la première phase du projet enclenchée, la deuxième s'enchaînera rapidement. Il s'agirait de reconstruire la façade pour y loger un centre culturel. Pierre Saint-Yves, TVA, Nicolette. Après dire qu'il y a des précautions importantes à prendre en ce qui concerne cette éclipse, même si ça semble nuageux, etc., si vous aviez envie de fixer tout ça, ça peut être dangereux, on ne le répétera jamais assez, pour le globe oculaire, la rétine, il peut y avoir des brûlures. Il y a quelqu'un qui nous écrit, c'est important, c'est intéressant, on dit, je m'excuse, mais quelle est la précaution que l'on doit prendre avec les animaux durant l'éclipse? Vous savez, les animaux qui seraient portés, je ne sais pas, à fixer, on va s'informer. Sylvain est là-dessus, on va essayer de vous donner une réponse avant la fin de l'émission. C'est bien trop vrai, on n'y pense pas, mais est-ce qu'il peut y avoir des dommages pour les animaux ou par instinct, ils ne sont pas portés à regarder, je ne sais pas. En tout cas, soyez prudents. On va vous montrer des images en cours d'émission. Semble-t-il que là, sur Québec et Montréal, c'est très nuageux. Elle Passion, on va vous remontrer ça un petit peu plus tard. OK. Notre sujet d'aujourd'hui, je le replace, là. Écoutez bien ça. C'est la Semaine nationale des infirmières et des infirmiers. Il y a une journée mondiale le 12 mai prochain. On est en pleine restructuration du réseau de la santé actuellement. Et là, on se pose des questions, les chirurgies d'un jour, puis les médecins, puis les coupures. Puis là, on oublie souvent qu'à travers tout ça et que dans ce réseau-là, il y a 65 000 femmes et hommes. Je dis femmes et hommes parce qu'à 95 % ce sont des dames, 5 % à peu près des hommes comme infirmiers, qui, bon an, mal an, vous accompagne dans ce vaste univers qui est particulièrement inquiétant. C'est peut-être là, c'est peut-être ça, le trait d'union entre les soins et le réseau, entre le patient et le réseau. Parce que quand on est alité ou qu'on a un membre de notre famille qui va mal, qu'on tente de voir monsieur le médecin, mais qui passe, puis va en voir plusieurs, souvent c'est à l'infirmière qu'on pose des questions. Puis là, on dit, hey, rassurez-moi, aidez-moi. Dans le cadre de cette semaine-là, il y a eu énormément de statistiques qui ont été faites. Vous savez qu'avant, on les appelait les gardes-malades. On disait les gardes-malades. On disait, c'est pas une profession, c'est une vocation. Dans les familles, une jeune demoiselle qui devenait infirmière, c'était une vocation, c'était quelque chose de particulièrement important. Et aujourd'hui,
et aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Comment vous les percevez? Et quel est, selon vous, leur avenir dans ce réseau de la santé-là? On sait pertinemment que la complexité des soins s'est accrue de 60 % chez les infirmières en cardiologie, en oncologie. L'oncologie, c'est le traitement du cancer. La gériatrie active en chirurgie. Alors, on doit faire face à de nouvelles technologies. On leur en demande davantage. Quel est l'avenir dans un réseau de santé qui est particulièrement bousculé actuellement? Puis, est-ce que c'est encore aussi populaire que c'était dans le temps? Est-ce que vous étudiez, on forme bon an mal an, dit-on, 1000 à 1200 nouvelles infirmières, nouveaux infirmiers par année, selon les statistiques. Il y en a 65 000 au Québec. Est-ce qu'on peut aller rencontrer notre invité de Montréal? Oui, on peut y aller. Suivez-moi, je vous présente mon invité. On va aller rencontrer une dame qui est présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Ginny Skin. C'est bien ça, Mme Skin, hein? Skin, oui, c'est ça. Bonjour, Mme Skin. Bienvenue à Première Ligne. Bonjour. Mme Skin, c'est une semaine particulièrement importante pour les infirmières et infirmiers du Québec. Absolument. Je pense que c'est l'occasion... Je ne vous entends pas, absolument pas. Est-ce que vous... Bon, on va régler ça rapidement, là. Voilà. Madame Skin, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu? Oui. Bon, voilà, je vous entends maintenant. Ce que je disais, c'est que la semaine de l'infirmière, c'est vraiment une occasion privilégiée de faire le point sur l'ensemble des tâches que l'infirmière doit accomplir annuellement, finalement. Celles qui sont les moins visibles, comme celles qu'on voit beaucoup plus quotidiennement dans nos établissements de santé. C'est un temps d'arrêt pour se regarder et faire le point. Pour se rendre compte que cette profession a beaucoup changé. C'est une profession qui a énormément évolué dans les 25 dernières années. Je pense que la tâche de l'infirmière, elle est multiple. Ce qu'on voit le plus, ce sont les tâches techniques, celles que les malades dans les hôpitaux voient le plus rapidement, le plus facilement. Mais c'est aussi un ensemble de tâches qui sont un peu cachées, qui sont d'évaluation de soins de santé, qui sont d'évaluation de besoins, qui sont d'enseignement à la famille, à la personne qui est malade. Donc, c'est une tâche qui a de multiples facettes et ces facettes-là ne sont pas toutes exploitées au meilleur. On a un peu l'impression, Mme Skin, que c'est bien sûr que lorsqu'on est patient, lorsqu'on est alité, lorsqu'on a un membre de la famille dans le réseau de la santé tellement bouleversé par les temps qui courent, on se dit l'infirmière est le lien privilégié. Il y a aussi cet aspect-là très humanitaire de votre rôle qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut peut-être même valoriser. Absolument. L'infirmière, c'est la personne à qui on peut tout confier. C'est elle qui est là 24 heures par jour, qui écoute nos craintes, qui écoute les problèmes qui nous viennent à l'esprit. C'est celle à qui on n'a pas peur de demander des informations parce qu'on sait que le médecin qui nous traite habituellement est moins disponible et pris dans un horaire beaucoup plus restreint. Et c'est donc à l'infirmière qu'on s'adresse quand on veut être rassuré, quand on veut en savoir un peu plus sur ce qui nous attend, les examens, les interventions ou autres. Vous sentez-vous menacé dans cette vaste réforme de la santé? Parce que j'ai comme l'impression, ce matin, je lisais les statistiques, je me rendais compte de vos préoccupations, puis je me disais, on parle tellement de gestion des soins, de coupures, de rationalisation. J'ai presque l'impression qu'on vous oublie dans cette vaste réforme-là. Je pense pas que les infirmières se sentent menacées dans la tâche qu'elles ont à accomplir si on leur laisse la possibilité de la faire. Ce qui nous apparaît le plus menaçant, c'est toutes les contraintes qui sont imposées au réseau de la santé et qui risquent de remettre en cause l'accessibilité aux soins, l'universalité aux soins. Comme infirmière, si on est utilisé à bon escient, on peut permettre, bien sûr, que la personne retrouve la santé le plus rapidement possible. On pourrait développer de nouvelles approches en utilisant les compétences que les infirmières ont développées au fil des ans de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus humaine et peut-être un peu démédicaliser le réseau comme tel. L'infirmière de demain, Mme Skin, l'infirmière de l'an 2000, parce qu'on est à l'aube du nouveau millénaire, quelle sera-t-elle ou que fera-t-elle ou que fera-t-il? L'infirmière, je pense que, bien sûr, on va continuer de voir les infirmières dans les établissements de santé, les hôpitaux et tout, quand on sera en situation de crise, quand on devra être hospitalisé. Mais je pense qu'il y a des volets qui sont peu exploités présentement dans notre réseau, et ce sont ceux du maintien à domicile, du suivi à la famille, du suivi aux malades, du suivi aux personnes âgées. Je pense que c'est un champ à investir où on retrouvera énormément d'infirmières dans les 10-20 prochaines années. On parle de l'hôpital à la maison, mais c'est plus que ça. C'est qu'il faut aider les gens à maintenir leur état de santé. C'est donc
dans leur milieu qu'on doit les rejoindre pour leur inculquer certains grands principes de prévention. C'est au niveau de l'école qu'on doit rejoindre les jeunes pour que dans l'avenir, ils soient à même de faire face à la conjoncture sociale qui est de plus en plus difficile. Je parlais à Mme Skene en début d'émission, un petit peu ironiquement, là, on vous appelait les gardes malades il y a longtemps, et puis on se disait, bon ben oui, les infirmières, pour plusieurs, c'était celles qui arrivaient avec le petit contenant de pilules à prendre. Est-ce que vous vous sentez valorisé dans ce rôle de plus en plus important que vous devrez prendre, évidemment, dans les soins de santé? Je pense que la valorisation des infirmières, on la reçoit de nos malades. De nos malades, elle est claire, elle est précise. Je ne crois pas que, globalement, on puisse parler du rôle de l'infirmière qui soit vraiment reconnu à sa juste valeur. Effectivement, pour les gens, ça se résume souvent à donner un médicament, à rassurer, à tenir la main, à orienter vers un autre milieu du réseau. Mais on n'a pas beaucoup de valorisation qui nous arrive, entre autres de nos patrons. On n'a pas beaucoup de valorisation qui arrive du milieu hors de nos malades. Et ça, c'est un élément de démobilisation qui peut, à long terme, entraîner une démotivation très grande chez les infirmières. Mais c'est vraiment auprès de nos malades. Quand les gens nous disent « Garde, ce que vous avez fait pour moi, c'est extraordinaire, je vous remercie », ça rapporte énormément pour l'optimisme qu'on doit manifester parce qu'on est confronté continuellement avec la maladie, avec les problèmes de santé, avec des problèmes d'ordre psychique autant que physique. Et donc, ça nous demande énormément comme ressources. Ce sera ma dernière question, Mme Skene, avant d'aller à la pause, mais en Ontario, les infirmières deviennent de plus en plus cliniciennes, c'est-à-dire qu'elles ont également des décisions à prendre, ne serait-ce qu'à l'urgence et tout ça, pour accélérer le processus. Et Dieu sait que ça, la clientèle demande une accélération du processus. Est-ce que les médecins sont prêts à vous faire de la place pour améliorer tout ça? Je pense que oui, il y a certains médecins qui sont prêts. Il y a encore des pas à franchir. Je pense qu'on devra avoir au fil des ans des discussions plus franches avec les collègues médecins, avec ceux avec qui on travaille. Certains sont prêts, ils nous laissent une autonomie beaucoup plus grande, mais on devra se questionner effectivement si le monde médical ne devra pas être utilisé à meilleur escient dans des aspects particuliers et si on ne pourrait pas recourir de façon plus large au rôle de l'infirmière pour être cette personne qui soit en première ligne pour orienter l'individu vers les meilleures ressources disponibles dans le réseau de la santé. Mme Skene, bonne semaine nationale des infirmières et infirmiers. Bonne journée mondiale également pour le 12 mai prochain. Merci de vous être déplacé pour rester à première ligne. Merci. Merci beaucoup. Mme Skene, qui est la présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec. Dans ce vaste réseau qui se modifie continuellement, comment percevez-vous le rôle de l'infirmière? Comment voyez-vous l'avenir de l'infirmière et de l'infirmier au Québec dans cette vaste réforme de la santé? On se parle au téléphone après la pause. Voyez-vous, El Paso, au-dessus du Texas. Alors, à cette heure-ci, le soleil qui est caché à la moitié également, cette éclipse qui se poursuit là-bas. Moins chanceux sur la région de Québec, par exemple. Moins chanceux sur la région de Québec et sur la région de Montréal, alors que les nuages sont omniprésents. On va voir Québec, ne serait-ce que pour le... Voyez-vous, aussi chanceux que ça tout à l'heure, alors qu'on voyait très bien, voilà que les nuages se sont placés de façon à nous cacher la vue. Prenez pas de chance quand même. Ne fixez pas les nuages en espérant l'éclaircie, ça peut être dommageable. Et pour ceux et celles qui nous parlaient des animaux, eh bien, on a fait des téléphones et on nous a dit, faites-vous-en pas. Les animaux ont cet instinct de ne pas fixer le soleil et même plus que ça, ils sont dérangés. Surprenez-vous pas de ce qui se passe si votre chien ou votre chat réagit de façon bizarre. Ça les dérange qu'un phénomène comme celui-là. Parce qu'ils le ressentent. Ils vont être portés à aller se cacher quelque part et puis à pas bouger. Alors, surprenez-vous pas. OK, infirmière, infirmier, on s'en va au téléphone avec Nathalie de Montréal. Allô, le soleil. Attention, par exemple, par le billet, faut pas s'organiser pour voir avec les yeux cependant. Puis un appareil 35 mm, très dangereux, là, ce qu'on appelle le réflexe, là. Ça, c'est dangereux. Soyez donc prudents. On vous montre ça, on vous l'a montré. On va vous le montrer également dans l'émission Sans plus ni moins à 13h43 parce que c'est le point culminant au-dessus de la région de Québec. On sera en mesure de vous montrer ça. Semaine nationale des infirmières, journée mondiale le 12 mai. Il faut tenir compte du travail qu'ils ont à faire. C'est notre lien entre les soins et la machine. Salut tout le monde. À demain pour une autre première ligne.
De l'esclavage à la démocratie, l'un des pays les plus pauvres du monde. Suivez l'équipe du match de la vie au Bénin, ce soir 20h. 13h43, on peut vous montrer l'éclipse au-dessus de Québec. Mais le sujet premier de notre émission, les médicaments. Si le temps continue comme ça, on va pouvoir vous montrer le résultat de cette éclipse annulaire. Mais venons-en à notre sujet du jour. Le gouvernement va payer ce qu'il faut pour nous guérir. Exactement. C'est un programme d'application universelle qu'on appelle. À ce moment-là, tous les gens peuvent avoir leurs médicaments. Naturellement, bon, ça prend une carte d'assurance maladie valide. Ça prend une ordonnance également d'un médecin ou d'une personne habilitée à prescrire au Québec. On a entendu parler dernièrement du fameux programme. Est-ce que ça a à voir avec la liste de médicaments que j'ai entre les mains ici? Il y a un lien entre les deux, c'est certain. Je peux peut-être commencer à vous parler du programme des médicaments aux malades sur pied. Expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est les gens qui se font soigner en clinique externe. C'est les gens qui se font soigner en clinique externe de centres hospitaliers. Donc, c'est un programme de centres hospitaliers qui s'adresse à certaines catégories de personnes malades. Donc, les gens qui sont atteints de cancer, de fibrose kystique, de diabète insipide, tuberculose. Vous avez les cas de maladies mentales sévères, puis également les cas d'hyperlipoprotéinémie. Ça, c'est les gens, entre autres, qui peuvent avoir un taux de cholestérol très élevé. Mais ça, c'est pas tout le monde, c'est très particulier, c'est très pointu aussi. C'est très pointu. Si on parle, quand on parle du programme de médicaments de la Régie de l'assurance maladie, on parle environ de 1 million, un peu plus de 1 400 000 personnes qui sont couvertes par ce programme-là. Lorsqu'on parle de malades sur pied, il y a environ 40 000 à 50 000 personnes qui sont couvertes. Donc, c'est nettement inférieur au nombre de personnes qui sont couvertes. C'est nettement inférieur. Donc, si, dans le cas du programme malades sur pied, vous avez donc certains patients, et certains médicaments qui vont être offerts aux patients, distribués aux patients. En terminant, Mme Huot, est-ce que dans cette liste de médicaments, on choisit toujours le médicament, l'équivalent qui est le moins cher? Parce qu'on se dit, bon, le gouvernement va vouloir économiser de l'argent, il ne donnera peut-être pas le NEC plus ultra, le dernier sorti sur le marché, il va nous donner le moins cher. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le concevoir? Bon, habituellement, c'est une règle qui s'applique quand même de façon assez générale, mais il faut penser que les médicaments nouveaux n'ont pas d'équivalent thérapeutique ou n'ont pas de substitut. Il n'y a pas de générique encore. Il n'y a pas de générique encore. Donc, le médecin, à ce moment-là, doit prescrire le médicament nouveau. Je vous remercie beaucoup, Mme Huot. Ça fait plaisir. On va faire une courte pause. On va revenir encore une fois avec l'éclipse. Et au retour, on va parler de ce que je viens d'aborder légèrement avec Mme Huot, les médicaments génériques. Dans à peu près 2 minutes, non, 1 minute et demie, ça va être l'éclipse annulaire à Québec. Ce que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe dans le ciel de Québec. Puis je vais vous présenter mon invité qui est ici pour nous parler de médicaments génériques. C'est M. Pierre-Paul Leblanc, qui est directeur de l'école de pharmacie à l'Université Laval. Mais avant toute chose, vous êtes aussi un astronome amateur. Oui. Qu'est-ce qui vous fascine dans une éclipse comme ça? D'ailleurs, c'est la rareté de l'événement. Parce qu'ici, au Québec, on en a eu, au cours du siècle, on en a eu 3. Ceci, c'est la 4e. Il y en a eu une en 1932, une en 1963, une 3e en 1972, et ça, c'est la 4e. Oui. Mais celle-là ne sera pas complète. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, on est rendu à 13h42, 15 secondes. Oups, les nuages passent sur... Bon, ça a l'air de se couvrir. En fait, elle ne sera pas complète. Le soleil ne sera pas complètement caché. Ça va avoir un léger croissant. Elle ne sera pas complètement annulaire. Annulaire veut dire que c'est seulement le tour du soleil qu'on va voir. Mais on va observer cette éclipse annulaire dans les États de la Nouvelle-Angleterre et un peu plus à l'est, à Halifax, vers 15 h. Vers 15 h. Alors nous, si on est chanceux, on va peut-être revoir notre croissant de soleil, là, mais pour l'instant, on va passer à notre sujet. D'accord. Les médicaments génériques. Un médicament générique, c'est une copie d'un médicament qui a un nom de compagnie pharmaceutique dessus. Par définition, le médicament générique coûte moins cher. Pourquoi est-ce que tous les médicaments ne deviennent pas génériques rapidement? Ça serait une fichue de belle économie pour les consommateurs. Oui, c'est parce que les compagnies qu'on dit innovatrices qui ont mis au point un médicament ont consacré 100 millions, quelquefois 200 millions de dollars sur une période de 10 ans pour mettre sur le marché un médicament. Or, il est bien normal qu'elles doivent récupérer. Donc, on leur garde l'exclusivité. On leur garde l'exclusivité pour une période de 20 ans à partir du moment où ils ont demandé le brevet, c'est-à-dire à partir du moment où la molécule a été synthétisée. Ce qui ne veut pas dire qu'une exclusivité de 20 ans, le médicament n'apparaîtra pas immédiatement sur le marché à partir du moment où on a demandé le brevet. Non, ça prend environ 10 ans.
Ce qui veut dire que ça va prendre 10 ans de vente avant qu'on puisse voir le médicament générique apparaître. Oui, c'est ça. Maintenant, des gens disent, moi, j'aime pas ça quand mon médecin me fait une ordonnance avec des médicaments génériques. J'ai l'impression qu'il me donne une demi-solution à un vrai problème. Que c'est pas tout à fait le bon médicament. Il est peut-être bon à 90 mais il y a un 10 qui sera pas bon. Est-ce qu'on se trompe? Non. Un médicament générique contient exactement le même principe actif, c'est-à-dire la substance qui provoque l'effet pharmacologique. C'est absolument le même principe actif à la même dose. Ce qui distingue un générique d'un médicament mis au point par la compagnie innovatrice, c'est la nature des ingrédients inertes et le procédé de fabrication. OK. Qu'est-ce que c'est des ingrédients inertes dans un médicament? Prenons un comprimé. Un comprimé contient, en plus du principe actif, la molécule active, contient d'autres ingrédients comme des diluants, des agents désagrégeants pour que le comprimé se brise, des agents liants que j'ai mentionnés pour que le comprimé se tienne aussi. L'enrobage aussi, peut-être? Il y a un enrobage sucré ou gastro-soluble ou entérosoluble. Donc, c'est tout ce qui n'est pas actif, mais qui donne du corps. Tout ce qui n'est pas fait pour me guérir, en fait. Tout ce qui est fait pour rendre la pilule plus avalable, plus jolie à regarder, plus facile à manipuler. C'est ça. Mais le principe actif, ce qui doit me guérir, c'est le même. C'est absolument le même principe actif, donné à la même dose. Est-ce que tous les médicaments deviennent génériques un jour? Dès que le brevet de protection de 10 ans est passé, n'importe quelle compagnie peut produire des médicaments génériques. Donc, il n'y a pas... Tous les médicaments peuvent devenir génériques? Absolument, oui. Mais tous les médicaments ne le deviennent pas, par contre. On a l'impression que les compagnies qui font des médicaments génériques le font surtout pour les médicaments à grande utilisation. Exactement, c'est vrai. Il y a des médicaments qui sont employés pour des indications, pour des maladies très particulières. Et les compagnies de génériques sont peut-être pas intéressées à mettre ces médicaments sur le marché parce que le volume n'est pas suffisant pour générer un profit substantiel. La différence de prix, est-ce qu'elle est toujours à peu près identique entre le médicament générique et le médicament de compagnie? Il y en a qui disent que ça va jusqu'à 50, parfois 60 Non. L'écart est au plus de 25 Pas plus? Non. Autrement dit, un médicament qui coûte 10 de la part de la compagnie innovatrice coûterait au moins 7,50 pour un générique. Habituellement, l'écart varie entre 25 et 15 Pour avoir le médicament générique, s'il existe, est-ce qu'on doit l'exiger sous forme d'ordonnance de notre médecin ou le pharmacien? On peut demander au pharmacien de changer ce qui est sur l'ordonnance et de nous donner le médicament, l'équivalent générique. Oui, le pharmacien peut substituer pour un médicament générique dans la mesure où c'est exactement le même principe actif et la même dose, la même posologie. Et comment il le sait, lui? Le pharmacien, que c'est exactement la même dose, la même posologie, le même ingrédient actif? C'est indiqué sur l'étiquette du contenant, parce que le gouvernement fédéral exige certaines normes en ce qui concerne l'étiquetage. Et si c'est indiqué 10 mg, alors, il n'y a pas à s'y tromper, il y a des normes en ce qui concerne l'étiquetage qui sont très, très sévères. Quand on parle de générique, est-ce qu'on ne parle pas d'équivalent? On ne peut pas parler d'équivalent. Un médicament générique, ça n'est pas un équivalent, c'est une copie de quelque chose. Un générique, c'est une copie, oui, mais c'est le même principe actif. Mais c'est pas un équivalent. Je pense à 2 tranquillisants de non connus qui sont des équivalents, disons, mais ce ne sont pas des génériques. Ce n'est pas un équivalent thérapeutique. Un générique, c'est exactement le même principe actif, sauf qu'il diffère en ce qui concerne les ingrédients inertes et le procédé de fabrication. Mais c'est le même principe actif. Donc, ça vaut vraiment la peine à ce moment-là de demander à son pharmacien de nous donner le médicament générique s'il existe. Oui. Sauf avec quelques restrictions. Lesquelles? Bon. Il y a certains médicaments qui sont utilisés pour traiter des maladies à mortalité et à morbidité élevée, comme par exemple des patients diabétiques qui doivent prendre des antidiabétiques, des malades cardiaques qui doivent prendre des antiarythmiques. Si ces malades-là sont traités avec un médicament de façon satisfaisante, il ne faut pas changer. Pourquoi? Vous me dites que le générique, c'est le même principe actif? Oui, parce qu'il peut y avoir des différences dans l'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ça que le médicament peut être moins rapidement absorbé ou que quantitativement, il sera moins complètement absorbé. À cause des autres éléments qu'on met dans le médicament? Exactement, à cause de la présence d'ingrédients inertes et des procédés de fabrication. Par exemple, une compagnie peut faire un comprimé trop dur qui ne se désintégrera pas complètement et qui sera absorbé à 50 ou le médicament sera absorbé trop lentement. Donc, faut pas aller vers les génériques dans le cas de problèmes cardiaques ou dans le cas de diabète?
Oui, et d'autres maladies aussi. Il y a plusieurs maladies pour lesquelles la concentration du médicament doit être maintenue constante. Et toute variation dans la concentration du médicament peut amener une aggravation de la maladie. Alors, si un malade est traité de façon adéquate avec un médicament, il ne faut pas changer. Quelle que soit la maladie? Non, ça dépend des maladies. OK. Si un médecin prescrit un tranquillisant pour la première fois à une personne, à ce moment-là, il n'y a pas d'inconvénient à ce que la personne demande un générique de médicament le moins cher. En fait, c'est avant de s'habituer à un certain médicament. Oui. Il faut décider si on prend du générique ou si on prend une marque commerciale. Oui. Mais même pour des tranquillisants, même en cours de traitement, étant donné qu'une personne ne peut pas avoir de complications graves si elle oublie de prendre son médicament et qu'elle prend une dose moins élevée, il n'y a pas d'inconvénient. Mais parce que quelqu'un qui est nerveux, qui fait de l'anxiété, c'est pas une maladie à morbidité ou à mortalité élevée. On peut pas en mourir. On peut pas en mourir. Mais quand même, si on commence à prendre un médicament et qu'on a demandé au début de notre traitement un médicament générique, on s'en tient au générique tout le long du traitement. On peut pas changer générique, marque de commerce pendant la période de traitement. Non, c'est préférable de garder toujours la même marque de médicament, surtout pour les maladies chroniques. Donc, c'est les maladies qui ne guérissent pas, en fait, avec lesquelles il faut apprendre à vivre. C'est ça. Et ça, là, on évite les génériques à ce moment-là. On essaie, en tout cas. Si une personne commence avec un générique et qu'elle est traitée de façon satisfaisante avec un générique, mais qu'elle le garde. Mais en fait... L'important, c'est de ne pas changer. Donc, le principe, c'est un traitement, ça se fait avec une sorte de médicament. Ça se fait pas en allant de un à l'autre et en venant à un et en allant vers l'autre après. Oui. Une stabilité dans le traitement. Exactement. Si un médicament donne une réponse thérapeutique satisfaisante, il ne faut pas changer. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des réactions psychosomatiques chez les gens à qui on leur dit, écoutez, on va vous donner le générique parce qu'il est moins cher, et les gens disent que, bon, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est pas le vrai médicament qu'on m'a donné? Dans toute réponse thérapeutique, une composante qu'on appelle placebo. On appelle l'effet placebo. C'est quand on est convaincu que quelque chose va nous arriver. Oui. Ça, c'est fréquent. Et c'est tout à fait normal. Et il n'y a absolument rien à faire. C'est un effet qui existe et qui est là. Et qui est variable. Il y a des individus qui sont très sensibles à cet effet placebo et d'autres qui sont moins sensibles. Mais l'effet placebo n'est pas relié au principe actif. C'est simplement un effet psychologique. C'est psychologique, parce que c'est moins cher, on a l'impression que ça fonctionne moins bien. Oui, oui. Il y en a qui ont peut-être de mauvaises réponses, peut-être à cause de ça. C'est étrange. On va prendre des appels, si vous permettez, M. Leblanc. Oui. On va aller rejoindre tout de suite Mme Léveillé, qui nous appelle de Saint-Sauveur. Bonjour. Bonjour, Mme Léveillé. C'est peut-être Lucille. Oh, excusez-moi. Oui, allez-y. Je voulais savoir la différence entre un générique et un substitut, si le médecin pourrait bien me dire la différence. Est-ce qu'il y a un médicament substitut et un médicament générique? Est-ce que c'est la même chose ou c'est... Non, un médicament... le pharmacien peut faire une substitution pour un médicament générique. Bon, ce médicament générique-là devient un substitut. C'est la même chose. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est quand le médecin nous donne une prescription, puis le pharmacien ne l'a pas parce qu'il n'a pas cette marque-là, quelconque, et puis là, il dit, bien, je peux vous donner un substitut. Là, on n'est pas sûr si ça va être exactement la même chose. Le pharmacien doit vous donner le même principe actif, mais c'est peut-être un générique. Bon, très bien, merci. On va maintenant aller rejoindre Mme Grondine, qui nous appelle de Valmorin. Bonjour. Ben, c'est pas madame, c'est monsieur. Oui, monsieur. Au moins, le téléphone fonctionne aujourd'hui, c'est un progrès. Pas de problème. Allez-y. Je voulais savoir si les effets secondaires sont les mêmes au niveau générique que l'original. C'est exactement le même principe actif. S'il y a des différences dans les effets, c'est probablement relié à l'effet placebo. Dans la tête? Oui. C'est dans la tête. Donc, on peut avoir les mêmes problèmes. Si un médicament va vous donner mal à l'estomac, qu'on emploie le médicament reconnu avec le nom de la compagnie dessus ou le médicament générique, l'effet des maux d'estomac va être là quand même. Sauf pour les maux d'estomac. Il se peut que le médicament générique se dissolve moins bien, reste plus longtemps dans l'estomac et provoque une irritation. Mais les effets secondaires, c'est la même chose que ça. C'est peut-être un effet secondaire qui est relié à la fabrication ou à la nature des ingrédients inertes. OK. Mais pour un autre effet secondaire comme étourdissement, fatigue, tout ça, qui ne sont pas reliés au système gastro-intestinal, que ce soit un médicament générique ou un médicament original, c'est le même principe actif qui est susceptible de provoquer les mêmes effets indésirables. Donc, c'est les mêmes bons côtés et les mêmes mauvais côtés. Absolument. Pas de changement. Ça vous va, monsieur? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On va maintenant aller rejoindre Mme Baxter, qui nous appelle de Aylmer. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'excuse de vous déranger. Vous ne nous dérangez pas. C'est plutôt une expérience oui. qui m'est
m'est arrivé. Au courant de ma vie, j'ai eu souvent à prendre la pénicilline. Et lorsque j'avais la vraie pénicilline, le problème partait dans 2 jours. Mais quand j'avais un dérivé ou générique, il y avait toujours un problème. Ça prenait toujours plus de temps avant que mon problème parte. Est-ce que ça existe, des génériques de pénicilline? Oui, ça existe. Oui. Il se peut que quelques génériques sur le marché soient moins bien absorbés. Et dans le cas de madame, il se peut que l'absorption n'étant pas complète, qu'elle puisse ne pas avoir eu l'efficacité voulue. C'est possible. C'est possible? C'est possible, oui. Donc, à ce moment-là, elle serait en droit maintenant d'exiger, pas de générique, donnez-moi le vrai machin, le machin officiel. Il faut bien réaliser que, quelquefois, ce sont des compagnies innovatrices qui ont des problèmes au niveau procédé de fabrication et d'ingrédients inertes. Il arrive quelquefois que les génériques font de meilleurs médicaments que la compagnie innovatrice. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ça vous va, Mme Baxter? Oui, c'est très bien. Merci. Merci, bonjour. On va maintenant aller rejoindre Mme Laforêt qui nous appelle de Sorel. Bonjour. Est-ce que Mme Laforêt est là? Ça sera pas long, Mme Laforêt. On essaie de vous retrouver, j'ai l'impression, dans le... Bon, on va revenir à notre histoire de générique. Vous me dites qu'il se peut parfois que ça soit mieux sous forme générique que sous forme officielle parce qu'on a amélioré le processus d'assimilation du médicament? Bon. Quand une compagnie innovatrice met un médicament sur le marché, elle va faire des études pour s'assurer que son médicament qu'elle met sur le marché est vraiment bien absorbé. Mais il se peut aussi qu'une compagnie générique qui mette le médicament sur le marché trouve une formulation ou des ingrédients inertes ou un procédé de fabrication qui va améliorer l'absorption. Ça peut arriver. Et ça, c'est l'à côté de la chose, en fait. C'est pas le processus actif qui va guérir le malade. Ça va juste aider à être absorbé plus rapidement. Il pourra être absorbé plus rapidement ou même il pourra peut-être y avoir une meilleure absorption. Donc, il ne faut pas généraliser en disant que tous les génériques, ce sont des copies qui ne sont pas efficaces ou qui sont moins efficaces. Ça dépend. Il y a des génériques qui sont très bons, qui sont même meilleurs que le médicament original. Il y en a qui sont plus difficiles à absorber que d'autres. Oui. Que l'original. Oui, ça peut arriver. C'est étrange. On a retrouvé Mme Laforêt de Sorel. Bonjour, Mme Laforêt. Non, on ne l'a pas retrouvée. Êtes-vous là, Mme Laforêt? Bonjour. Bonjour, Mme Laforêt. Non, c'est pas Mme Laforêt. C'est pas grave, allez-y. OK, moi, ce serait une question, c'est que pourquoi que, comme moi, là, en tant que telle, à chaque fois que je prends des médicaments, j'ai tout le temps des effets secondaires. Comme à un moment donné, j'ai pris des anti-inflammatoires, puis j'ai eu des effets secondaires. Puis pourtant, j'avais appelé à ma pharmacie, puis ils m'ont dit que j'étais pas supposée d'avoir d'effets secondaires. Mais c'est que ça me fatigue tout le temps. Ça, est-ce que c'est normal? C'est normal. Tous les médicaments ont des effets secondaires. C'est impossible d'avaler quelque chose sans avoir un effet secondaire. C'est le prix qu'il faut payer pour avoir un effet thérapeutique. Maintenant, les effets secondaires varient en gravité. Ça varie d'un individu à l'autre. Mais il y a toujours présence d'effets secondaires. Est-ce qu'on va revoir son médecin à ce moment-là quand on a trop d'effets secondaires, que ça rend l'absorption du médicament réellement trop pénible? Bon, il se peut que la personne soit plus sensible aux médicaments. Donc, il faudrait peut-être diminuer la dose à ce moment-là. Mais ça vaut la peine de retourner voir son médecin. Absolument, oui. Êtes-vous retourné le voir, votre médecin, Mme Laforêt? Non. Ben moi, je m'étais fiée à mon pharmacien. Là. Il m'avait dit que je pouvais pas avoir d'effets secondaires par rapport, c'était des anti-inflammatoires que j'avais eus. Puis pourtant, je me sentais tout le temps fatiguée quand j'ai prenais les médicaments, là. Puis à un moment donné, j'ai eu une ligature. Puis les pilules qu'ils me donnaient, c'était supposé de me faire dormir, puis enlever mon mal. Ça l'enlevait mon mal, ça, je suis d'accord, mais ça me tenait réveillée. Fait que je passais mes nuits debout avec ces médicaments-là. Mais ça vaut la peine, dans ces cas-là, de retourner voir son médecin et de discuter avec lui. Oui. C'est très important. Quelquefois, il faut ajuster la posologie. Il faut aussi se dire que, bon, ben, c'est peut-être moi qui panique, peut-être que je devrais me respirer par le nez un peu, c'est peut-être un peu dans ma tête que je me provoque des douleurs, mais il faut se rentrer dans la tête que c'est vrai, chaque fois qu'on avale une pilule, il faut s'attendre à une réaction, un effet quelconque, secondaire, heureux ou pas. Oui, il y a des effets secondaires pour la majorité, sinon tous les médicaments. L'intensité de ces effets secondaires-là varie d'une personne à l'autre. Donc, mais on ne peut pas y échapper, il y a des effets secondaires. Monsieur Leblanc, regardez, c'est presque terminé. On voit la Lune. La Lune s'éloigne maintenant. Le croissant augmente. Alors, on vient d'assister à l'événement astronomique de la décennie. De la décennie? Oui. 2024 pour la prochaine. C'est la prochaine, oui. Mais il y en a une autre éclipse totale de soleil en Amérique du Sud au mois de novembre. Alors, si quelqu'un veut se payer un voyage organisé? Exactement, il y en a des voyages organisés. Merci beaucoup, Monsieur Leblanc.
On fait une courte pause pendant que la Lune revient là où elle doit être. Et au retour, on va parler non pas des médicaments sur ordonnance, mais de ceux qu'on peut acheter en vente libre comme ça. Il faut faire attention parce que là aussi, on peut se provoquer beaucoup de problèmes. Donner une ordonnance pour des médicaments, quand on va voir le pharmacien, il faut aller au comptoir, il faut demander poliment, se faire remplir l'ordonnance, on paie, etc. Il y a toute l'automédication. Vous savez, tout ce qu'on peut acheter en vente libre, les sirops pour la toux, l'aspirine. En fait, pour tous les maux de la terre, il existe quelque chose en vente libre. Mais ça peut être très dangereux. Et l'Ordre des pharmaciens a décidé de faire quelque chose. Avec moi en studio, Jean-Pierre Grégoire, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens. Bonjour, M. Grégoire. Bonjour. Monsieur Grégoire, ce que vous avez lancé, vous l'avez lancé au mois de novembre dernier. C'est un code médicament qu'on est censé retrouver dans toutes les pharmacies pour nous aider à choisir le bon médicament en vente libre. Sauf que moi, j'ai regardé dans plusieurs pharmacies dans la région de Québec, on ne le trouve pas, votre code médicament. Oui. En fait, il y a environ 50 des pharmacies actuellement qui offrent le programme. Sur une base volontaire, ces pharmacies ont décidé d'adhérer au programme, mais dès février 1995, toutes les pharmacies devront l'offrir. Obligatoirement? Obligatoirement. À moins que, par exemple, dans certaines pharmacies de cliniques médicales où il n'y a pas de libre accès aux médicaments de vente libre, ces pharmaciens-là qui ont une interaction avec leurs clients ne seront pas obligés d'offrir le programme. Mais dans la majorité des pharmacies où on peut se procurer des médicaments de vente libre, ce sera obligatoire. Bon, je vais le voir, on va le voir à l'écran. Il y a une espèce de charte avec des lettres et des signes importants. Là. A pour somnolence, H pour dépendance, c'est-à-dire un médicament qui peut provoquer de la dépendance chez l'utilisateur. X pour SOS, c'est un avertissement. Il faut consulter son pharmacien avant d'utiliser ce produit parce que le mode d'emploi doit nous être expliqué. B pour contre-indication, D pour intolérance et E pour diabète. Ça va être à ce moment-là affiché au-dessus de tous les produits concernés, touchés par l'avertissement. On va retrouver une ou plusieurs de ces lettres sur l'étiquette où on retrouve le prix du produit généralement. Alors, sur les étiquettes de prix, on va retrouver le symbole mnémotechnique du programme avec là ou les lettres qui s'appliquent au produit, en l'occurrence. On a parfois l'impression que les pharmaciens ne sont pas très intéressés à nous expliquer comment agir, c'est pourquoi on ne devrait pas acheter tel produit en vente libre par rapport à tel autre produit en vente libre. Et puis quand on fouille un peu, on se dit c'est un peu normal. Ils ne sont pas payés pour ce genre de consultation-là. Ils sont payés pour lorsque je vais chercher une ordonnance, faire remplir une ordonnance, mais ils ne sont pas payés quand ils ne sont pas payés à l'acte pour me dire que le sirop pour la toux que je vais acheter, c'est peut-être pas tellement bon pour mon hypertension. Est-ce que je me trompe? C'est pas tout à fait vrai parce que lorsque le pharmacien vend un médicament qui soit sur ordonnance ou sans ordonnance, il y prend quand même un profit et ça doit faire partie de ce profit, si on veut. Il y a un service professionnel qui doit être attaché à ça et auquel le client doit s'attendre. Est-ce que vous pouvez les forcer à être intéressés à donner des conseils sur les médicaments en vente libre? On peut pas forcer les gens à être intéressés, mais du moins, ça fait partie du travail du pharmacien que de donner ses conseils. Et le plus loin où peut aller l'ordre professionnel, c'est d'obliger les pharmaciens à offrir un programme de support comme celui-ci. Justement, vous êtes obligé de les obliger à l'offrir, ce programme-là. C'est pas un peu désolant? Il faut dire qu'il y a certains pharmaciens qui sont plus près de leur public et qui déjà donnaient tous les conseils appropriés. Mais le programme, voyez-vous, depuis le mois de novembre, qui a été relancé, et on a déjà plus de 50 des pharmacies qui y ont adhéré. Probablement que même s'il n'avait pas été obligatoire, l'ensemble des pharmacies l'auraient offert au cours des prochains mois. Oui. Est-ce que ça coûte quelque chose aux pharmaciens, ce programme-là? C'est pas très coûteux. Le programme pour se procurer le matériel, c'est environ 300 $. Si vous faites ce genre de choses-là, c'est qu'il y a un danger dans l'utilisation des médicaments qui sont en vente libre. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de tout rapatrier en arrière du comptoir, puis quand on a quelque chose, on va voir le pharmacien et on lui demande tout simplement quelque chose pour notre bobo? Je pense que c'est la tendance actuelle veut que les gens prennent en charge davantage leur santé. Et les médicaments de vente libre, s'ils peuvent être vendus justement sans ordonnance, c'est parce qu'on croit que si les gens sont bien guidés, qu'ils peuvent se procurer le produit par eux-mêmes. Mais encore là, sur les étiquettes des produits, on retrouve généralement toutes les mises en garde, mais oui, mais ça prend une loupe pour les lire. De façon si petite que c'est presque impossible. Or, le programme ici vient faire ressortir les principales consignes qu'il faut suivre pour prendre ces médicaments. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent
réellement se créer des torts irréparables en utilisant des médicaments en vente libre d'une mauvaise façon? Oui, ça peut arriver, notamment les gens qui souffrent d'une maladie en particulier, que ce soit l'hypertension, le diabète, ou qui ont des problèmes gastriques. Et c'est la raison pour laquelle la carte du programme Code médicaments est personnalisée. Et si une personne, par exemple, souffre d'hypertension, on va lui indiquer sur sa carte de vérifier avant d'acheter un produit de vente libre si sur l'étiquette, il ne retrouve pas la lettre B. La lettre B. OK. Et ça va être sur tous les produits qui pourraient représenter un problème pour les gens qui font de l'hypertension? Oui, par exemple, les décongestionnants. Plusieurs de ces produits contiennent des substances qui peuvent faire augmenter la pression sanguine. Donc, on va retrouver la lettre B sur ces produits. Il y a quelque chose d'étrange, c'est le H, dépendance. Attention, ça peut occasionner une habitude de consommation. On n'a pas l'impression que quand on achète soit du sirop pour la toux ou quelque chose pour nos maux d'estomac en vente libre, qu'on va se retrouver accroché comme, je sais pas moi, des calmants ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas tous les produits, mais je vais vous citer un exemple. Il y a des décongestionnants topiques, style Otrivin ou l'équivalent. Si on fait un usage régulier de ces produits sur une période prolongée, il peut y avoir une accoutumance aux produits. Donc, avec cette carte-là, on va le savoir qu'il peut y avoir accoutumance. Oui. Donc, se méfier. L'acheter, peut-être, l'utiliser, mais avec parcimonie. C'est ça. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Grégoire. Je vous en prie. On va faire une pause et au retour, ça va être le temps des numéros de téléphone et aussi des adresses. Donc, papier et crayon. Alors, numéro de téléphone et adresse sur fondant d'éclipse solaire. Tout d'abord, le numéro de téléphone de notre répondeur téléphonique. C'est le 1-800-263-9034. Vous nous faites des commentaires, des suggestions. Et si vous voulez qu'on vous rappelle, vous nous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et aussi le code interurbain. C'est très important. Maintenant, l'adresse, si vous voulez nous écrire, c'est l'émission Sans plus ni moins, 1000 avenue Miran à Sainte-Foy, Québec. Le code postal, c'est le G1V2W3. On apprécie encore une fois vos commentaires et vos suggestions. Et je vous rappelle que vendredi, à la fin de l'émission, on va faire tirer 5 exemplaires des 120 lettres pour tout régler, publiées par l'Office de protection du consommateur et aussi le Protégez-vous. Demain, à l'émission, une émission presque de vacances. On va... Dis donc, tu crois qu'on va bientôt pouvoir filer à l'anglaise? T'as vu, lui aussi en fait tomber. Attends, je vais te montrer, je vais te faire une petite démonstration, Andrea. Alors, ça y est, prête? Oh, ok, c'est très impressionnant. Tu t'es fait mal? Ben oui, avec des bouquins, j'y arrive encore mieux. Tu verras, je te montrerai. Ah, quelle ambiance. Elle est magnifique, cette fête, hein, c'est superbe. Est-ce que l'ambiance est assez satisfaisante pour vous faire oublier tous vos problèmes, belle demoiselle? Oui, peut-être. Peut-être. Ça veut dire non? N'en parlons plus. On est ici pour s'amuser, pour danser et pour passer un bon moment tous les deux. Alors, ça me plaît. J'ai soif. Tu veux boire quelque chose? Je vais aller chercher un petit verre. Toi, tu restes ici et tu fais attention de ne pas te perdre. Oui, je t'attends. Dépêche-toi. Mademoiselle Bedford? Jean Martini, de l'INID. Oui? Voilà, je suis ici pour ramener Richard aux États-Unis. Nous pourrions peut-être aller dans un endroit plus calme pour en discuter. Discuter de quoi, au juste? Eh bien, votre mission n'est pas tout à fait terminée. Je vais vous expliquer. Je ne peux pas vous suivre, je suis accompagnée. Ce ne sera pas long. Très bien. Andrea? Tu veux que je te dise? Tu es exceptionnellement belle ce soir. Quelle femme ne le serait pas avec une robe aussi magnifique? Je te remercie de m'avoir fait ce cadeau. Et moi aussi. Je te remercie pour le cadeau, je ne m'y attendais pas. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma flûte? J'avais exactement la même flûte quand j'étais petit. Et je l'adorais. Je ne sais pas si je vais pouvoir sortir un son, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Je la trouve belle, elle est magnifique. Et d'où vient-elle? Aucune idée.
J'aurais aimé te faire un cadeau aussi précieux que celui-là, mais ça doit venir de quelqu'un d'autre. Mais qui me l'a apporté, je ne comprends pas. Ça vient peut-être d'une de tes admiratrices? Non, il n'y avait aucun mot, rien. Je l'ai trouvé enveloppé dans cette ceinture. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même que quand j'étais petit. C'est mon oncle qui m'avait appris à jouer. Tu avais un oncle qui jouait de la flûte? C'était un professionnel, mais il était vraiment doué. Il savait très bien jouer. Oui, c'était mon oncle Guillermo. Je n'arrête pas de penser à lui depuis qu'on est arrivé ici. C'est étrange. Ah oui, pourquoi? Il y a une raison? En fait, il habite pas très loin d'ici. Il vit dans les montagnes vers le nord-ouest de la ville. Tu ne veux pas qu'on lui rende visite avant de quitter le pays? J'aimerais bien le connaître. Oui, mais tu sais, là où il vit, ça ressemble plus à une grotte qu'à une maison. Il a une façon de vivre un peu primitive, mais si tu y tiens, on ira le voir. Il est spécial, mais j'aimerais te le présenter. Pourquoi pas? Si tu commences à vouloir me présenter à toute ta famille, ça veut dire que tu t'intéresses vraiment à moi. Mais oui, ça se pourrait bien. Tu sais, Eden, j'adore mon oncle. C'est plus qu'un parent éloigné, c'est aussi un ami. Mais comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? C'est bizarre. C'est difficile d'en parler, ce n'est pas évident. Il est un peu mystique. Mais pour lui, le plus important, c'est la tradition. Il a beaucoup de respect pour les Indiens, pour la civilisation indienne. Les Indiens qui vivaient ici il y a bien longtemps. Ah, il est génial. Tu sais, il m'arrive parfois de sentir sa présence. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'il pense à moi. Et dire que j'étais persuadée que ta seule obsession, c'était moi. Non, mais toi, c'est différent. Comment ça, différent? Tu es à part. Je ne suis pas quelqu'un de mystique, je ne suis sans doute pas à la hauteur. Au contraire. Tu es une femme, Eden. Et tu es magique. Allez-y. Oui, oui, c'est lui. Applaudissez le grand Cruz Castillo, oui. Allez, viens. On y va. Qui en coulisses se préparent à prendre la relève et se préparent à devenir les têtes d'affiche de demain. Notre recherchiste est allé faire un tour du côté de ces jeunes qui sont déterminés, qui ont déjà commencé à faire leur marque et qui veulent percer davantage. On aura l'occasion de leur parler au cours de la soirée. On va rencontrer, entre autres, Yves Descaries. Yves, qui est auteur-compositeur et qui particulièrement n'aime pas l'expression « la relève ». Serge Postigo, Serge qui est comédien. Odette Audrey, qui est humoriste, comédienne et chanteuse. Oui. Jean-François Plante, Bonsoir. Qui est animateur à la radio, chroniqueur à la télévision. Et Geneviève Marin, qui est chanteuse. Alors Yves, quand je dis que vous n'aimez pas l'expression « la relève », c'est vrai, mais il faut trouver une façon de qualifier les gens qui poussent, qui ont déjà commencé à faire leur marque, mais qui... Sans doute, oui. Mais c'est simplement que je disais que je n'aimais pas l'expression parce que... Il me semble, par le passé, avoir souvent vu des gens affublés de cette épithète-là et puis finalement qui n'ont pas réussi. Genre, pendant 10 ans, on disait « c'est la relève, c'est la relève, c'est la relève ». Alors, je me méfie, disons. J'aime autant qu'on donne un autre nom. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir auteur-compositeur? Premièrement, c'est une passion pour la musique, premièrement, là, à l'adolescence, qui s'est développée quand j'ai découvert la musique rock. Et puis, j'ai commencé à écrire des espèces de comédies musicales et tout. Bon, évidemment, très amateur à l'époque. Mais de fil en aiguille, j'ai rencontré une chanteuse qui s'appelle Tess, avec qui j'ai commencé à travailler. Et puis, bon, de fil en aiguille, elle a fini par obtenir un contrat de disque. On a commencé à travailler ensemble. J'ai rencontré d'autres gens. De fil en aiguille, j'ai travaillé avec finalement différentes personnes. Joe Bocan, Rock Voisine, Julie Mars et d'autres. Geneviève, est-ce que devenir chanteuse, c'était un rêve d'enfance? C'est un rêve d'enfance, mais c'est comme c'est venu au fur et à mesure. Bon, j'ai toujours fait de la danse. Puis à un moment donné, on a eu la période de lip-sync où est-ce que c'était très, très fort là, chez les jeunes à l'école et tout ça. Puis moi, bon, j'ai passé par là. Puis un coup que c'est passé, ça, ben tu cherches toujours à vouloir t'exprimer sur la scène. Puis moi, je veux dire, la première chanson que je chantais, moi, c'est L'arbre est dans ses feuilles. Puis disons qu'il y a eu beaucoup de chemin
depuis. Puis... Mais c'est un rêve d'enfance. Et Serge, le désir de devenir comédien, d'où c'est parti? Oui, c'est parti d'où? C'est parti que je voulais foxer un cours de physique. Oui, mais c'est parce qu'en secondaire 3 ou 4, il y avait une journée thématique sur la communication que la pastorale organisait. Puis, on manquait un cours de physique si on y allait. Alors, j'y étais. Puis, en sortant de là, la personne qui animait ça m'a dit « Tu devrais faire ça dans la vie. » Puis, je l'ai écouté. Alors, ça me voit, merci beaucoup. Ça a tellement l'air simple, ça a tellement l'air simple. Non, mais c'est une passion aussi. Oui, là. oui. Et à côté de cette personne-là qui vous a encouragé et qui vous a dit « Tu devrais faire ça », il y a peut-être des gens qui ont cherché à vous dissuader en disant « Il y a des risques là-dedans, c'est pas évident que tu vas gagner ta vie comme ça. » S'ils m'ont dit ça, c'est pas pour me dissuader, c'est pour me mettre la réalité en face. Parce que c'est vrai, parce que c'est pas évident. Parce que il faut vraiment vouloir et aimer. C'est comme tomber en amour avec quelqu'un qui est vraiment pas fait pour aller avec toi. Il faut que tu l'aimes pour rester avec. Puis c'est ça. C'est vraiment ça. Mais oui, il y a des gens qui me l'ont dit. Oui, il y a des gens qui me l'ont dit de toutes sortes de façons. Même quand on veut rentrer dans les écoles, le pamphlet qu'ils donnent à l'entrée pour rentrer, c'est marqué dedans. C'est marqué qu'il faut savoir que, bon, c'est pas évident, qu'il y a 5 il y a à peu près 5 de l'Union des artistes qui gagnent sa vie avec ça. Alors, 5 ça veut dire qu'il y a 95 qui font autre chose pour gagner leur vie. Odette, est-ce que vous pouvez dire maintenant que vous gagnez votre vie? Maintenant, oui. Depuis combien de temps? Juste depuis que j'ai sorti de l'École nationale de l'humour. J'ai fini au mois de juin. Puis là, depuis ce temps-là, je travaille. Et qu'est-ce qui vous a attiré, vous? Parce que, bon, vous êtes très polyvalente, comédienne, vous faites de l'humour, vous chantez aussi. Oui. Mais vraiment, avec l'humour, je voulais aller chercher une corde de plus. Comme j'étais habituée d'écrire, mais je voulais écrire de façon humoristique, drôle, là. Fait que j'aimais mieux continuer à pousser là-dedans. Fait que depuis que j'ai fait l'école, ça va bien, je me croise les doigts. Mais... fait que je travaille, je suis contente. Et Jean-François, pourquoi cette passion pour l'animation? Moi, je dirais que c'est plutôt mon indécision qui m'a amené vers là. Pas parce que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, mais je m'intéressais à un paquet de choses. Je me disais comment faire pour m'intéresser au cinéma, au théâtre, je sais pas, mon sport, à la technologie. Comment faire pour mettre ça ensemble? Ben, je me suis dit, pourquoi pas être animateur ou chroniqueur où je pourrais explorer tout ça dans un même métier. Alors, c'est ça qui m'a lancé là-dedans. Et vous misez sur quoi pour faire votre chemin là-dedans? Parce qu'il y a des gens qui occupent des places importantes, là, qui n'ont pas l'air décidé de les laisser aller tout de suite, pour qui ça va très bien. J'imagine que vous devez vous dire, il va falloir, je sais pas moi, que j'apporte quelque chose de plus, que je représente une petite différence. Ce qui est de plus compliqué, moi, je dirais, c'est que les producteurs ont de la difficulté à prendre des chances. C'est qu'on ne te fait pas confiance, on te dit ben, tu n'as pas assez d'expérience, c'est toujours le cercle vicieux, mais on ne prend pas de chance. On ne laisse pas la place aux jeunes qui commencent pour pouvoir prendre de l'expérience, pour pouvoir démontrer qu'ils sont capables de faire ce dont on demande. Et à ce moment-là, si on ne donne pas la chance, c'est bien sûr qu'on ne pourra pas un jour prendre la place sans pousser les autres, c'est sûr. Mais il s'agit là, de partir avec une jeune équipe qui croit vraiment en toi puis qui est patient. Qui est très, très patient, puis je pense que c'est la clé en tout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'opportunités sont offertes aux jeunes, que ce soit au niveau du théâtre, de la chanson et tout ça. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent faire ça. Donc, la clé, c'est la persévérance. Et puis, qu'est-ce qui est rendu difficile, c'est que maintenant, à cette heure, tu n'as quasiment plus le droit d'avoir un défaut parce qu'on tasse tout de suite. Donc, c'est d'aller prendre ton expérience ici et là afin d'arriver solide en avant des caméras puis en avant d'un public. Mais c'est l'équipe qui est importante. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous autres aussi, que le droit à l'erreur ou à faire on ne vous le reconnaît pas beaucoup quand on est jeune, là. Vous êtes obligé de performer... Oui, il faut toujours performer, il faut toujours aller toujours plus loin. Le travail, ça finit plus. Il faut vraiment y croire. C'est parce que des fois, c'est parce qu'une erreur peut coûter cher aussi en cinéma ou en télé ou en théâtre ou même en cinéma, ça coûte cher une erreur. Parce que c'est niaiseux à dire, mais la pellicule, ça coûte cher. Puis le temps de studio, ça coûte cher. Alors si on fait une scène 14 fois, ça coûte très cher. C'est pour ça que les producteurs hésitent à prendre, je crois, hésitent énormément à engager des jeunes comédiens. Et parce qu'ils ont peur que ça coûte cher, alors ils ont tendance à prendre des têtes d'affiche et non pas des futures têtes d'affiche. Alors, on est là aujourd'hui pour vous découvrir davantage, pour vous connaître un peu mieux. On vous revient tout de suite après ces quelques messages.
c'est depuis que je suis toute petite. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. J'ai même été obligée de travailler dans un restaurant. Puis là, j'y croyais pareil. Je disais, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est vraiment la persévérance, y croire, puis s'attirer la chance, les contacts, puis toujours d'y croire, ça devient une maladie. Puis sinon, ben quand on n'est pas fait pour ce métier-là, à un moment donné, je pense que ça nous sauterait d'en face. On dirait, ben là, mais non, j'ai jamais lâché. Je dirais qu'on n'a pas le choix parce qu'on est vraiment animé par ça. Si on fait pas ça, on passe à côté de quelque chose d'énorme. C'est ça la motivation de base. Si tu le fais pas, tu passes à côté d'une des grandes motivations de ta vie, quelque part. Donc, la patience, c'est pas un problème. C'est comment vivre à côté de ton rêve pendant des années, parce qu'à un moment donné, il faut gagner sa vie comme tout le monde. Donc, tu es obligé de faire 26 000 affaires à côté. Je sais pas, moi, travailler dans un restaurant en attendant, en se disant, je vais rencontrer quelqu'un, ça va marcher, ça va déboucher. C'est pas toujours facile. Vous avez fait ça? Oui, j'ai fait ça pendant des années, travailler en restauration pour faire de l'animation. Je suis parti aussi en Abitibi. D'ailleurs, je salue les gens de l'Abitibi, sont formidables. Là où on apprend, finalement, les gens sont plus patients là-bas, on apprend, on a droit à l'erreur là-bas. Ici, on n'a pas le droit à l'erreur, effectivement. Quand on arrive à Montréal, là, c'est autre chose. Il faut être performant tout de suite. Mais c'est ça, la patience, c'est pas un problème. D'y croire, c'est pas un problème non plus. C'est d'y vivre pendant ce temps-là qui est un petit peu plus difficile. Les autres y croient aussi. Oui, c'est ça. Faire croire aux autres. Ouais, c'est ça. Alors, ça veut dire, Yves, qu'il faut se préparer pendant des années à vivre de façon très, très, très modeste. Absolument. Absolument. Ça, s'il y a une chose, moi, j'ai une petite anecdote simplement à raconter, c'est que, bon, je travaille donc depuis des années avec des artistes, donc, qui sont, eux, très populaires. Mais moi, j'ai travaillé pendant au-dessus à peu près 6 ans chez Omer de Serre comme commis vendeur. Puis j'entendais mes chansons qui jouaient à la radio pendant que je servais des clients au magasin. T'sais. Ça faisait vraiment spécial, mais enfin, c'est comme ça. Il fallait l'accepter ça pendant un bout de temps. Et vous n'avez là-dedans aucune reconnaissance, dans le fond. Quand on entend une de vos chansons à la radio, on ne sait pas que c'est vous qui l'avez composée. Non, la reconnaissance, je pense, dans mon métier à moi, vient d'abord et avant tout du milieu. Je pense que si on dit au public en général, nommez-moi 2 auteurs québécois de chansons, on va vous répondre Luc Plamondon et Luc Plamondon. Fait que, évidemment, quand on me compare à quelqu'un, à qui voulez-vous qu'on me compare? Peu importe la façon dont j'écris, on va toujours me comparer à lui, mais alors que vous avez des succès extraordinaires, il y a de vos chansons qui ont tourné. Oui, ben oui, il y en a qui jouent beaucoup. Ça va très bien. Comme je vous dis, dans mon métier à moi, il faut aussi se dire que de toute façon, la reconnaissance est rarement une reconnaissance publique. C'est une reconnaissance du milieu. Remarquez que ça me satisfait pleinement. C'est pas la question. De plus en plus, dans mon cas, ça va bien à ce niveau-là. Alors, j'ai pas à me plaindre. Loin de... Et de quelle manière vous voyez l'avenir? Par exemple, Serge, est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous vous dites, bon, là, ça va bien pour moi comme comédien, il faudra peut-être que je me prépare à me recycler à des moments donnés, aller travailler dans un restaurant ou faire autre chose? Bien, ce qui arrive, c'est qu'en tout cas, le métier que je fais moi, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui perdent leur emploi. Hein, puis après, ils doivent se trouver un emploi. Ils trouvent ça très dur, chercher de la job et tout ça. Bien, moi, je vais faire ça toute ma vie. Parce que un film, ça dure 2 mois de tournage. Au théâtre, c'est 6 mois de répétition, puis c'est 1 mois de répétition. Alors moi, toute ma vie, je vais me chercher de l'ouvrage. Et comme la majorité des gens qui se cherchent de l'ouvrage, c'est pas toujours qu'on en trouve, bien, il y a des grands moments où on peut manger de la vache enragée. Puis c'est surtout pas parce qu'en ce moment, j'en mange pas que j'en mangerai plus jamais. Ça veut strictement rien dire. Tout est à faire. Ouais. Il faut être prêt à vivre dans l'insécurité. Ah, mais ça, on a vu ça combien de fois, des gens là, qui sont sur toutes les premières pages de journaux, à la télé, dans les talk-shows, tout ça. À un moment donné, c'est fini. On n'en entend plus parler. Il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui pensaient d'avoir un job assuré dans une usine et qui, dans la période économique qu'on vit à l'heure actuelle, se sont retrouvés aussi devant pas grand-chose. Oui, je vais te demander de t'approcher parce que tu es loin. Toi, tu es étudiante. Oui, je suis tu veux étudiante, devenir comédienne. C'est ça. Mais justement, on est dans une période très difficile en ce moment au Québec. Puis je me demandais si vous pensez qu'il y a un peu d'espoir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes québécois, de jeunes artistes qui ont beaucoup de talent. Puis on se demande, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir au Québec parce que tout le monde, il me semble, est vendeur dans l'hôtellerie. Je pense que toi, tu étudies à Saint-Hyacinthe. Oui. Donc, tu vas être comédienne. Et je pense que des filles comme toi, il n'y en a pas 2. Donc, il n'y a pas personne qui peut prendre ta place. Tu comprends-tu? Moi, ce que je fais, exemple, dans Ouattatata, Gilles Pelletier ne peut pas le faire. Et ce qu'il fait, lui, je ne peux pas le faire non plus. Et c'est comme ça pour n'importe quoi. Je crois que,
en ce qui a trait au métier de comédien, je ne crois pas que ça puisse influencer énormément. Évidemment, on est beaucoup. On est énormément. Je pense que c'est à toi de prendre ta place, de toute façon, parce que quand on était à l'école, nous autres, les gens nous le disaient, ils nous décourageaient, ils disaient « Allez, vous en pas là-dedans, ça n'a pas de bon sens. » Fait que c'est à toi vraiment de prendre ta place. Oui, j'aimerais savoir, après ça, quelle part vous attribuez à la chance dans vos réussites? Je veux dire, la chance d'avoir des contacts, la chance de rencontrer du monde. Elle est assez grande parce que c'est vraiment, en tout cas, encore là, bon, dans mon métier, évidemment, on parle chacun à quelque part pour soi, là, mais tomber sur les bonnes personnes au bon moment, bon... si on dit que je travaille avec Rock Voisine, combien d'auteurs-compositeurs aimeraient travailler avec Rock Voisine? Mais ça donne que moi, je l'ai connu en début de carrière quasiment par pure coïncidence. Puis évidemment, moi, ça a changé ma carrière à moi. Cette chance-là, ça a complètement modifié parce qu'évidemment, c'est un artiste qui marche extrêmement fort. C'est sûr que la chance est importante, mais il faut que tu livres la marchandise après. C'est-à-dire que tu as ta chance pour être là, mais après, si tu fais plus l'affaire, la chance t'aide plus. La chance, ça t'aide à rentrer. Oui, c'est ça. Mais ce qui te fait rester, c'est pas la chance. C'est le travail. C'est la seule chose qui te fait rester. Et même le talent, c'est pas ça qui te fait rester non plus. La chance, c'est le minding. C'est ce que tu dégages et c'est ce qui va faire que tu vas attirer des personnes. Puis c'est en sortant de chez vous, parce que beaucoup de personnes vont être chez eux puis vont attendre que quelqu'un vienne les chercher. Faut que tu penses, puis il faut toujours que tu penses à agir d'une façon différente que d'agir contrairement à tout le monde. Tu sais, faut que tu t'assoies puis que tu penses puis que tu dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait différent, qui pourrait attirer l'attention? C'est ça. En tout cas, pour moi, je pense que c'est Et quand ça. tu dis il faut foncer, vous êtes plusieurs à vouloir foncer. Ça veut dire qu'on se retrouve à passer des auditions. Il y a plein de gens. On est en compétition tout le temps. Alors, je voudrais qu'on en parle aussi après ces quelques messages. Comment on procède quand on a finalement à se vendre, parce que vous avez d'abord à vous vendre, à convaincre un réalisateur ou à convaincre un producteur que oui, il doit miser sur vous. Alors, comment on se vend quand on se sent en compétition avec tous nos collègues à côté? On y revient après ces quelques messages. On trouvait ça intéressant aujourd'hui d'avoir avec nous Marie-Denise Pelletier. Marie-Denise, dont la carrière peut inspirer des gens qui veulent se retrouver en tête de l'affiche. Parce que, Marie-Denise, il y a eu un début à tout ça, et j'entendais Geneviève parler tout à l'heure, Geneviève qui a gagné... à Granby, oui. À Granby, au Festival de Granby. Ça vous est arrivé à Marie-Denise aussi? Oui, en 1982. Alors, tu parlais de début. En fait, il y a eu un long début, parce que plus souvent qu'autrement... la relève que moi non plus, j'aime pas. Vigneault, il disait, y a-tu quelqu'un de tombé? C'est ce qu'il disait. Alors, en fait, dans ce métier-là, c'est vrai qu'il faut faire ses preuves. C'est vrai qu'il faut faire plein de choses. Moi, personnellement, ça a été l'intermédiaire des concours. J'ai fait comme tous les concours qui étaient possibles, inimaginables à l'époque, parce que c'était le tremplin au début des années 80. Aujourd'hui, évidemment, ces concours-là existent encore, sauf que je trouve qu'on est dans une société, et ça, c'est pas seulement au niveau artistique, c'est dans tous les domaines, on est dans une société où on demande de plus en plus d'être performant, puis de l'excellence, puis d'être le meilleur et tout ça. Alors, je trouve qu'on est un petit peu en train de passer à côté de l'essentiel, qui est de développer qui on est soi-même, d'apprendre à se connaître et d'apprendre... Qu'est-ce qu'on a apporté de différent que l'autre à côté, tu sais? Fait qu'il y a un gros paradoxe au niveau de la société, et c'est peut-être difficile pour les jeunes aujourd'hui qui essayent de s'affirmer dans leur métier. Bon, ici, c'est au niveau artistique, de s'affirmer, de se dire, bon, moi, j'ai quelque chose d'unique, en fait. Alors, je trouve que ça va bien gros complètement à l'encontre de ce qu'on prône comme mentalité aujourd'hui. Alors, c'est pas facile. Oui, d'autant plus que quelqu'un qui se dit, si Geneviève se dit ça, comme vous le dites vous aussi, quelqu'un qui se dit ça veut apporter quelque chose de très personnel, risque de se faire dire, c'est pas le son qu'on aime entendre à la radio, parce qu'il y a des gens qui définissent aussi ce qui plaît et ce qui ne plaît pas au public. C'est sûr. Ben, moi-même, je peux dire que j'ai fait certaines concessions en début de carrière, surtout quand on est dans la vingtaine, on se cherche soi-même et tout ça. Alors,
J'avoue que j'en ai fait parce qu'il y a des fois, je me disais, bon, écoute, il y a des gens qui me disaient, il faut que tu fasses telle affaire ou des choses comme ça. Alors, il y a eu des concessions, mais c'est comme en vieillissant, c'est sûr qu'avec le succès et tout ça, il y a des choses qui viennent et on peut de plus en plus être soi-même. Sauf qu'en début de carrière, oui, il faut faire des concessions. Oui, il faut être capable des fois d'entrer dans certains créneaux, tu sais. Mais c'est bien personnel, en fait. C'est à nous autres de choisir ce qu'on veut faire parce qu'il y en a qui arrivent à passer puis qui sont totalement différents. Sauf que les tremplins sont rares pour ces gens-là. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir, vous, au début, et qui vous aurait peut-être rendu service, qui vous aurait évité de faire telle ou telle erreur ou... Bien, en fait, je pense que c'est de rien savoir qui fait que... Bien, tu sais, parce que quand tu as vraiment une passion dans le fond de ton cœur, puis que tu ne vis que pour ça, ben tu réfléchis pas. C'est vraiment du cœur, puis ça fait que à un moment donné, tu vis des expériences, puis ça t'intéresse pas, de savoir les recettes. C'est comme tu fais tes propres pas, en fait, t'sais. Fait que non, moi, je suis bien contente d'être allée, en fait, intuitivement, je me fiais beaucoup à ma tête de bélier, qui était très fonceuse à l'époque. Je défonçais même les portes qui étaient ouvertes. Alors, c'était comme... C'était mon tempérament à moi, tu sais. Il y en a qui y vont autrement, mais c'est bien, bien important, je pense, d'y aller selon son feeling. Puis tantôt, on parlait aussi de la chance. Moi, je pense plus au timing. À un moment donné dans la vie, il y a des opportunités qui te sont offertes, et là, c'est ton choix de dire, bon, est-ce que je fais ça ou je passe à côté? Alors ça revient pas souvent. Ça peut arriver à un moment donné, une fois dans ta vie, 2 fois, 3 fois, mais quand ça passe, c'est comme, il faut que tu aies les antennes bien ouvertes et tout ça, puis d'être là, d'être présent. Est-ce que vous avez, dans l'ensemble, l'impression de devoir vous vendre? Est-ce que, d'abord, Marie-Denise, vous avez eu cette impression-là au début? Il faut faire sa place, la compétition est forte. Moi, personnellement, la compétition, ça m'a jamais dérangée. Parce que j'étais comme j'étais vraiment là, alignée sur ce que je voulais faire, les autres me dérangeaient pas. Sauf qu'en vieillissant, c'est sûr que les choses changent. Mais... peux-tu me reposer ta question? Je voulais savoir si vous avez eu senti la nécessité de vous vendre, finalement. Oui, bien, c'est ça. S'imposer. Oui, en fait, il y a une journée, j'ai compris ça. Une journée que je me suis dit... il y a un côté marketing qui fait partie de ce milieu-là. Et tu joues le jeu ou tu le joues pas. Alors, c'est sûr que il faut que tu sois conscient que moi, ce qui était le plus difficile par rapport à moi-même, c'est de garder mon intégrité. C'est qu'il y a un borderline dans n'importe quoi. Tu te dis jusqu'où je suis prête à aller pour me faire connaître. Est-ce que le succès, c'est ce qui est le plus important ou c'est le chemin que je fais pour aller là? Et moi, j'ai toujours... Hein? L'intégrité aussi. Bien, c'est ça, de garder son intégrité, je pense que c'est ce qui est le plus important. Mais c'est aussi le but dans tout ça. C'est-tu d'être connu, d'avoir du succès, ou simplement de sentir que tu avances comme être humain dans ce que tu fais, dans ton travail? Et ça, c'est beaucoup plus... c'est plus rassurant, puis ça te garde les 2 pieds plus groundés. Parce que le succès, ça reste pas. Tu peux être là longtemps ou pas longtemps, mais habituellement, c'est pas longtemps. Fait que le but en soi, c'est pas d'être au top ou de vouloir avoir du succès à tout prix. C'est vraiment d'être bien dans le travail que tu fais, de sentir qu'à quelque part, tu avances. C'est sûr qu'il faut se vendre. C'est sûr que c'est dur pour l'ego, parce que quand tu arrives, tu fais un casting, tu ouvres une porte, il y a 30 personnes qui te ressemblent tout d'un coup. Tu te dis, hey, avec quoi je vais me démarquer, là, c'est ça. Donc, c'est toujours une vente. On vend pas un produit, on se vend à nous. Il faut se démarquer, puis effectivement, c'est pas facile pour l'ego, souvent. J'imagine, Serge, quand vous vivez une audition, quand vous participez, c'est la même chose, hein? Oui. On regarde tout le monde qui est arrivé là avec le même objectif. Oui, mais moi, je le prends pas sous le sens de la vente. J'essaie pas de me vendre en tant que faire des stepettes puis dire, regardez comment je suis bon. C'est pas ça. Je pense qu'ils cherchent un comédien pour faire un rôle. Et si je crois que, moi, quand je vais passer l'audition, je fais le rôle du mieux que je peux. Mais c'est pas pour me vendre. J'essaie pas qu'on me remarque ou qu'on me... Pas du tout. Parce que je suis bien poche pour ça. Je suis pas bon pour me vendre. D'ailleurs, il y a des agents qui existent. La plupart des comédiens, on a des agents. Parce que moi, je suis incapable de dire, hey, je suis bon pour ça, vous devriez me prendre. Je suis pas bon du tout. Je paye quelqu'un qui fait pour moi. On s'arrête là-dessus. On vous revient tout de suite après ces messages.
Mario et Philippe, ici, les BPC, qui veulent percer, je dis veulent percer dans l'humour. Vous faites de l'humour déjà? Oui, ben on fait de l'humour, ça fait 3 ans déjà ensemble. Ben, Philippe était parti avant moi, je l'ai comme rattrapé. Sauf que, au départ, c'était pas de vouloir percer, on faisait ça comme... On faisait ça parce qu'on aimait ça faire de la radio, puis là, à un moment donné, c'est devenu une obsession, puis on s'y met à en faire de plus en plus, puis tous les soirs, puis du studio, puis de l'équipement, puis à un moment donné, on a eu du feedback, les gens aimaient l'émission qu'on faisait, puis là, les gens nous ont suggéré de... Avez-vous pensé à aller plus loin? Tranquillement, pas vite, ça se fait, sans vraiment qu'on ait couru après. Mais c'est un terrain qui est très, très, très occupé, ce l'humour. Très occupé, très glissant aussi. Oui. Quand Geneviève, tout à l'heure, disait que dans son domaine, il faut chercher qu'est-ce qu'on peut apporter sur un plan personnel, bon, et dans l'humour, peut-être encore plus. Oui, c'est sûr qu'il y a le côté d'authenticité, comme parlait Marie-Denise tout à l'heure, puis tout ça. Sauf que à quelque part, ça t'aide, oui, mais ça nous ferme des portes aussi, parce qu'on est pas mal différents, je pense. Mais il faut écouter beaucoup ce qui se fait parce qu'il s'en fait beaucoup, surtout à Montréal, sur les radios montréalaises. On aime beaucoup la radio. Il faut écouter ce qui se fait, puis il faut trouver la façon de ne pas faire la même chose. Des fois, on pense à une idée, puis quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Vous dites, on ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Faut les jamais. BPC se veulent très, très, très différents. Très différents, puis je pense pas aller chercher ce que les autres ont fait. On essaie de recréer un petit peu l'atmosphère de la radio, la place que la radio occupait dans les années 50, il n'y avait pas de télévision dans les années 40. Il y a tout un imaginaire autour de la radio qui est en train de se perdre. Puis avec l'humour, on essaye de recréer cet univers-là. Soyez pas trop dur pour la télévision quand même. Hein? Laissez-nous-en un peu. Oui, Marie-Denise? Je pense qu'il faut croire à nos différences. Un jour ou l'autre, à un moment donné, ça paye, ça. T'sais. C'est sûr qu'au début, on a un petit peu de misère à se faire encourager parce qu'on n'a pas d'expérience, des choses comme ça, t'sais. Mais je pense que de croire sincèrement au travail qu'on fait, à un moment donné, ça devient... il y a quelque chose qui se concrétise. T'sais. Moi, c'est à ça que je crois beaucoup. Mais surtout, je trouve qu'il faut dire des choses. Pas juste vouloir faire rire, mais qu'il y ait un fond. Autant quand on dit... c'est toujours dramatique à quelque part, l'humour. Alors, c'est vraiment la façon de le traiter, puis vraiment de la façon de dire les choses. Alors, pour vous, par exemple, faire vos textes, c'est aussi important et aussi intéressant que de les rendre, que de les donner. Oui, oui, oui. Comme je fais juste une petite anecdote, j'ai un numéro que je me suis permis de faire, qui est sur un numéro de femmes battues. C'est un sujet très touché auquel on ne devrait pas toucher, mais quand je le fais, les gens adorent ça. Mais je dis quelque chose à travers ça. Fait que c'est surtout ça qui est important. Raja, toi, tu as gagné, tu fais de l'humour aussi, tu fais tes propres textes, tu fais des stand-up. Qu'est-ce que c'est qu'on dit? Ben, des stand-up plus monologuistes. J'aime pas ça me faire appeler comme humoriste, parce que justement, comme elle dit, il y a bien du dramatique dans mes textes. Puis je me dis comme humoriste, si les gens rient pas, mais qu'ils trouvent ça vraiment bon, parce que j'essaie comme de faire réfléchir les gens tout le temps. Puis je me dis que si les gens, comme, ils trouvent pas ça drôle, mais qu'ils trouvent ça bon, ben ils risquent d'être déçus après le spectacle parce qu'ils n'ont pas ri, nécessairement. Pas déçus, je veux dire, à cause qu'ils n'ont pas ri, mais ils s'attendaient. Je sais pas, j'ai de la misère tu veux nous présenter un portrait de nous-mêmes, mais qui nous fera peut-être pas rire. Ouais, mais c'est ça. J'aime mieux être monologuiste, puis que si les gens rient, ben qu'ils rient. Mais je veux pas comme trop dire je vais être drôle, parce qu'au début, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça, comme je voulais lui demander, comme l'école de l'humour, ça t'a vraiment aidé? Parce que je constate, je sais pas. Oui, ça m'a aidé à ouvrir les portes, mettons, au niveau des contacts. Là. Ouais. Mais non, c'est surtout au niveau des courses qu'ils donnent, au niveau de l'écriture. Ça, c'est très, très important. Puis ça m'a beaucoup aidé pour ça. Est-ce que la formation qu'on reçoit ou qu'on se donne ou qu'on va chercher, c'est quelque chose d'important? Ou si vous croyez beaucoup à ce qu'on apprend sur le tas, finalement, en le faisant, Yves? Pour moi, il y a un mot-clé pour n'importe qui commence une carrière, c'est humilité. C'est d'accepter au début qu'on n'est pas là, qu'on est là. Puis je veux dire, donc, d'accepter de faire des choses, d'accepter qu'on est... c'est trop facile de dire vous comprenez pas ce que je fais, je suis unique. Oui, on est unique, on croit en notre unicité, mais il faut en même temps pousser
dans une direction, mais toujours avec humilité, en se disant, eux autres sont plus hauts que moi, ils ont fait quelque chose pour être là, puis j'ai du travail à faire, j'ai des croûtes à manger pour y être. Tout le temps, en fait. Non, exactement, il ne faut jamais l'abandonner, idéalement. Mais... Serge, un mot-clé pour vous, pour quelqu'un qui veut percer dans ces domaines-là? C'est d'aimer ce qu'il fait. Tant qu'il va aimer et qu'il va s'amuser dans ce qu'il fait, il faut qu'il travaille énormément. Puis pour en venir à votre question par rapport à la formation, je pense que c'est très important. Je pense que la formation, c'est la clé. Ça t'aide. C'est pas l'école, c'est pas la seule façon de faire le métier. Mais c'est une façon qui va plus vite. Parce que la formation, dans des auditions, pour l'affaire de tout à l'heure, si on se vend et tout ça, pour des auditions, quand c'est marqué ou Saint-Hyacinthe, ou École nationale, ou conservatoire, ou peu importe, on prend ta photo, on la met sur le dessus. Parce qu'on sait que tu as 10 000 heures de formation. Mais si on ne sait pas, si tu n'as pas de formation ni rien, ils prennent en plus le risque non seulement de te faire travailler, mais en plus de te faire même passer l'audition. Fait que c'est ça. Je pense que la formation, c'est très important. Puis de persévérer, puis de ne pas lâcher, puis surtout pas croire des gens qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Marie-Denise, est-ce que vous allez habituellement encourager les jeunes qui vont vous voir et qui vous demandent conseil, ou si vous dites, écoute, il faut être réaliste, là, il y a trop de jeunes qui veulent percer dans le domaine artistique au Québec? Non, moi, je suis pas de genre à décourager les gens. Au contraire, la première affaire que je leur dis, c'est de croire en leur idée, croire en leur passion, que s'ils veulent vraiment ça dans leur vie, ben c'est d'avoir de la persévérance, comme elle disait Geneviève tantôt. Il n'y a pas de recette magique. La formation, oui, c'est important. C'est comme un pianiste ou un peintre. C'est un instrument. Je veux dire, il faut savoir améliorer ça. Le reste, ben, c'est la vie. La vie et l'expérience qui fait qu'à un moment donné, tu deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Mais ben, l'encouragement, je pense que c'est la base aussi je pense que si les jeunes avaient plus d'encouragement dès leur jeune âge à la maison, si ça partait là, peut-être que les jeunes auraient moins de misère dans la vie. Tu sais. J'arrête là-dessus, on va revenir tout de suite après ces messages. C'est en quoi, Nancy? En 1998. 98, c'est loin, par exemple. Oui, c'est loin, mais au niveau sportif, c'est quelque chose de très important. Tu sais, qu'on ait des objectifs là, vraiment assez grandioses à long terme, là, pour nous, c'est très important. Et ce qui est assez extraordinaire dans votre cas, Nancy, c'est que vous allez aller jouer au hockey. Ouais. Pour la première fois, le hockey féminin va être accepté comme une discipline olympique. Bien, c'est ça, comme je disais, c'est un très grand pas parce que au niveau sportif, en tout cas, les Olympiques, c'est le tremplin là, qu'on a besoin. Et puis, présentement, il y a des championnats du monde et puis tout ça, mais encore là, tu sais, parler de tête d'affiche, là, moi, je me suis présentée à plusieurs endroits pour essayer de m'ouvrir des portes au niveau de toutes sortes de choses. Puis là, on m'a dit, bon, mais t'es pas encore aux Olympiques, fait que faut être attendre. T'sais. Quel âge vous aviez quand vous avez commencé à jouer au hockey et à prendre une passion? 5 ans. 5 ans. Alors, si on avait dit à la petite Nancy de 5 ans, un jour, Nancy, tu vas te retrouver aux Jeux olympiques... Bien, ça vient là, à force de pratiquer le sport. C'est une passion que, bon, c'est sûr que tu as au départ. Au niveau artistique aussi, c'est important, mais au niveau sportif aussi. Alors, tu t'en vas, puis c'est un rêve d'un athlète, finalement, les Olympiques. Le rêve, c'est ça aussi bon, c'est le rêve artistique, le rêve dans la vie, ce que tu veux faire. Tu y vas, puis bon, c'est sûr qu'à 5 ans, c'est peut-être pas, mais au fur et à mesure que tu grandis, tu vois où est-ce que tu t'en vas. Là. Et Jean-François, votre domaine à vous, c'est le patinage artistique. Oui, c'est ça. Et là, vous devez trouver dans le patinage artistique qu'il y a des vieux là, qui sont bons, mais qui sont là longtemps, là, qui sont là en place parce que, bon, il faut toujours, faut être choisi, il faut être dans l'équipe qui va être envoyée aux Jeux olympiques. Alors, pendant un bout de temps, il faut se préparer à patiner un petit peu plus dans l'ombre, finalement. Oui, c'est ça, tu l'as dit. Tu patines dans l'ombre, puis tu attends ton tour. T'attends que les grands débarquent pour prendre ta place. Enfin, c'est ça qui est long, c'est de se rendre au top. Quand t'es en attente, c'est ça qui est le pire. Rendu en haut, c'est correct, t'es là, t'es présent, puis tu fais ton temps jusqu'à temps que tu puisses t'en aller. Puis après, c'est les autres qui embarquent. C'est ça, le patinage artistique. T'attends ton tour tout le temps. Mais ça veut dire que la passion à l'intérieur de vous, elle doit être très, très forte parce que, d'abord, c'est exigeant, très exigeant comme entraînement. Ben oui. C'est du talent, bien sûr, mais beaucoup de travail. Bien, c'est sûr, on s'entraîne des 20 heures par semaine. Puis
le plus qu'on travaille fort, on a besoin de quelque chose qui nous pousse à l'intérieur. C'est parce qu'on aime ça, on fait ça parce qu'on aime ça. C'est la passion du sport, on aime ça, puis on continue le plus loin qu'on peut. On voit où est-ce que ça va nous mener, on le sait pas trop. On attend, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, puis on espère qu'on va arriver au top. Ce qui est différent aussi, c'est que ce qui est différent beaucoup, c'est que la reconnaissance souvent vient après. Après les grands événements, après les Olympiques. Avant, là, c'est très difficile. Là. C'est plutôt après. C'est ça. Mais moi, je suis chanceux, par exemple, parce qu'avant de me rendre là, j'ai du monde qui ont cru en moi parce que j'ai été obligé d'arrêter de patiner 1 an parce que j'avais des problèmes financiers puis je savais pas trop ce que je voulais faire. Tu sais, j'étais à l'âge où j'avais le choix, ou bien je me dirigeais dans mes études, ou bien je continuais le sport au maximum. Puis là, j'ai arrêté 1 an pour faire le point là-dessus. Puis là, quand j'ai décidé de retourner parce que je voulais faire du patin, c'est ça que je voulais faire, bien là, j'avais pas d'argent. Mes parents pouvaient plus subvenir à mes besoins. Ça coûte 20 000 $ par année. Mes parents, quand tu payes ça pendant 2 ans, tu sais, là, ça vient rough sur le portefeuille. Surtout qu'il y a d'autres enfants. Il y a d'autres enfants dans la famille bien, aussi. C'est ça, tu sais. Fait que là, ben, j'ai fait le tour du village, tu sais, avec mes albums de photos, mes médailles, puis j'étais allé voir les entreprises pour voir s'ils pouvaient m'aider. Ça me prenait 3 000 $ pour faire mon été cette fois-là. Puis j'étais allé voir à peu près 5 entreprises, puis en tout, j'ai réussi à les avoir. Puis là, ben, ils m'ont vu évoluer, ils ont vu que ça allait bien. Puis là, j'avais plus d'argent à la fin de l'été. Là, ils m'ont dit, ben écoute, là, ça n'a pas d'allure que tu arrêtes, tu sais, ça va bien, tu évolues tout le temps. Ils ont dit, on va organiser quelque chose pour toi, pour te ramasser de l'argent, pour que tu puisses te rendre où est-ce que tu veux. Alors, grande collecte dans le village de Warwick. Ben, c'est ça. L'aspect financier, comme des artistes parlaient tantôt, ils ont à faire souvent 2 jobs. Puis nous, c'est sûr que ça va être toujours comme ça. Il va falloir, au niveau de notre carrière, s'entraîner, essayer de percer, puis tout ça. Mais en arrière, il faut vivre, là. Faut se trouver quelque chose, puis il faut pousser. Qu'est-ce que ça veut dire, Nancy, comme semaine de travail là, présentement pour vous? Vous voulez vraiment savoir? Bien, c'est ça. Tu te lèves souvent à 6-7 heures. Là, ton entraînement est là parce que, bon, tu dois t'entraîner dans les heures qui sont pas de travail normal. Tu fais de l'extra, là. C'est de l'extra, pas temps double, temps simple. Et puis là, c'est ça. Après, tu commences ton ouvrage. Puis le soir, ben tu te reposes et puis tu prépares là, certaines compétitions, ton alimentation. C'est tout ça ensemble. Et pourquoi? Pour la gloire d'une médaille à un moment donné ou pour le plaisir de continuer à jouer et à faire ce qu'on aime? Bien, c'est à faire ce qu'on aime. Puis comme disait Marie-Denise tantôt, c'est vraiment de découvrir là-dedans. Tu as plein d'aspects humains. Moi, je pratique un sport d'équipe. C'est vraiment une autre grande source de motivation pour moi. Je veux dire, j'ai toujours aimé être dans un sport d'équipe, dans le public aussi. Vous parliez de se vendre. Moi, au niveau même de mon métier, là, j'ai été vendeur 5-6 fois. Puis bon, tu sais, c'est des talents que tu as, mais tu découvres tranquillement. Puis c'est la passion aussi, là. Tu sais, un moment donné, tu arrives très près du but. Puis là, ben, tu dis, je peux pas arrêter, je continue. Puis c'est aussi le fait de te perfectionner continuellement. Tu sais, la différence, des fois, c'est pas grand-chose. C'est des petites choses, là. Qu'est-ce que tu fais de plus que l'autre qui va te différencier? Alors, tu continues tout le temps à vouloir faire plus. On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout de suite après ces messages. Gars comme David ou à d'autres plus jeunes encore qui veulent percer un jour et qui se disent « Pourquoi pas moi? » Ça prend quoi pour réussir? Faut pas lâcher. Faut continuer à s'entraîner, faut travailler super fort, mais il faut d'abord que tu aimes ça, premièrement. C'est la clé, c'est la base. Si tu aimes ce que tu fais, puis que tu réussis à bien livrer la marchandise tout en t'amusant, là, c'est ça la clé du succès. En autant que tu t'amuses puis que tu aimes ce que tu fais, tu crois en toi. Mais plus on avance en compétition, plus le stress est fort. Il faut être capable de le porter, ce stress-là. Il faut être capable de réagir de façon positive. Tu l'as dit, moi, la façon que je résous le stress, c'est que je m'en sers comme motivation. Exemple, dans mon cas, ça vient surtout des journalistes et puis des choses comme ça, tu sais. Parce que là, tu as la compétition, puis c'est là qu'il faut que tu performes. C'est comme une audition, tu sais, c'est là. Puis, alors, le stress, c'est quelque chose aussi qui passe de même. Tu sais, tu es en avant ou tu es sur la glace. Bon, c'est peut-être plus avant que pendant. Tu sais, quand tu fais ce que tu aimes et puis tout ça, le stress, tu le ressens pas vraiment.
Bien, le stress, tu l'as au début, mais comme moi, je suis plus stressé avant d'embarquer sur la glace que quand je suis sur la glace. Quand je suis sur la glace, c'est mon territoire, c'est ce que je fais à tous les jours. Je ne verrais pas pourquoi je serais stressé en faisant ce que je fais à tous les jours. Puis quand tu fais le maximum que tu peux, tu donnes ta performance maximale, tu dis « je peux pas faire plus », alors là, c'est plus entre tes mains. Tu n'as pas à ressentir aucun stress si tu as l'impression d'avoir donné ton maximum. Puis, en tout cas, dans les gens qui veulent percer, ils ont toujours à donner leur maximum. Alors, un coup que tu as fait ça, t'es correct. Bien, on n'a pas du tout parlé d'échec encore. Et c'est vrai, Marie-Denise, aussi pour les gens qui sont dans le showbiz, qui sont dans le milieu artistique. Je veux dire, on veut faire une carrière, on veut percer là-dedans, faire son chemin. Il faut se préparer éventuellement à vivre des échecs, à passer par-dessus. Bien, souvent, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien d'assuré là-dedans. À toutes les fois que tu décides de faire quelque chose, c'est des risques. C'est un risque que tu prends. Alors, oui, il y a des moments qui sont creux, comme on disait tantôt. Surtout qu'au Québec, il faut se renouveler constamment au niveau artistique. T'sais, bon, ailleurs où il y a plus de gens, ben, tu peux faire 2, 3, 4 ans, 5 ans avec le même spectacle ou un même album. Mais ici, au Québec, en plus, au niveau artistique, surtout, c'est qu'il faut qu'on se renouvelle tout le temps. Alors, oui, il y a tout le temps la part, mais ça, le risque, il est là, puis on n'a rien pour rien, en fait, tu sais. Jean-François, à un moment donné, une compétition qui marche mal, tu sais. Tu avais misé beaucoup là-dessus, puis tu te dis, je sais pas, moi, j'ai terminé 15e, 20e. Il y en a des échecs aussi dans ce domaine-là. Oui, il y en a, mais tu te sers de ces échecs-là. Bien, quand tu es rendu en bas, là, il y a aucune autre façon d'aller en haut. C'est de cette direction-là, il faut que tu ailles. Tu sais, là, quand tu es complètement en bas, il y a une seule direction où tu peux aller. Mais c'est ça, tu t'en sers pour voir ce qu'il y a à améliorer, ce qu'il y a à changer, puis tu essaies de pas trop te laisser décourager. Mais nous autres, on passe plus à côté de ça parce que la manière qu'on s'entraîne, c'est d'améliorer jusqu'à temps que ce soit le temps de bien performer. Si à chaque fois que tu te présentes en public, à chaque fois que tu fais une compétition, tu améliores ce que tu fais, ça va de mieux en mieux, tu vas monter. Si jamais il y a une descente, c'est encore déjà plus haut de où tu étais déjà parti. Fait que dans ce temps-là, c'est un petit peu moins décevant. Oui, l'affaire, je voudrais dire, tu sais, quand on parle de monter puis de descendre, c'est bien illusoire, ces affaires-là, tu sais. C'est pour ça qu'il faut être bien groundé sur le fait qui suis-je et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu sais. Tu peux monter puis, bon, être au top un certain moment, mais dans le fond, ce qui est plus important, c'est le chemin que tu parcours pour arriver là, tu sais. Parce que, bon, au niveau des sports, c'est encore plus ingrat parce qu'après ça, vous êtes presque obligé de faire autre chose pour gagner votre vie, tu sais. Les challenges, c'est plus la même chose. Tandis qu'au niveau des artistes, nous autres, on a un petit peu plus de chance de toffer longtemps. Malgré que peut-être pas plus longtemps, là. Mais je pense que c'est bien important de savoir pourquoi on fait quelque chose. Est-ce que c'est juste le but en haut ou c'est le chemin que tu parcours pour y arriver, tu sais? Tu vois, dans mon cas, Claire, on a déjà fait une émission au niveau du hockey féminin. Oui. D'accord? Et puis, déjà là, je suivais le chemin de voir la reconnaissance du hockey féminin. On l'a eu, mais tu sais, c'est des étapes comme ça qui sont importantes. Puis là, tu es content, tu sais. Moi, bon, je vais avoir 24 ans au niveau des Olympiques en 98, mais après ça, est-ce qu'il y aura possibilité d'une ligue professionnelle de femmes? Il y a du tennis professionnel féminin et masculin, pourquoi pas? Alors, c'est toujours des objectifs, il faut te fixer, puis justement, te foncer puis te découvrir là-dedans. Jean-François? Ce que j'allais dire, c'est par rapport au... Oui, je m'excuse. C'est par rapport au temps. Le temps joue contre vous. Nous, on peut s'améliorer avec les années et même on devient meilleur avec les années. Vous, il y a l'aspect physique, c'est-à-dire qu'à, je sais pas, moi, 24, 25 ans, vous êtes déjà dépassé physiquement. Ça, cette pression-là, comment vous la vivez? Puis vers quoi vous en allez par rapport à ça? Bien, je pense que c'est déjà... on le sait déjà au départ. Je veux dire, on mise beaucoup sur... justement, la préparation et puis atteindre son plus haut niveau à un certain moment, c'est ça, la carrière. C'est comme je disais, la reconnaissance souvent vient après. Alors nous, on travaille fort pendant la période qu'on peut au niveau de notre âge. Et puis après, si on a atteint nos objectifs, on va avoir quand même la reconnaissance. Au niveau, bon, si on pense à Sylvie Fréchette présentement, je veux dire, quand Sylvie Bernier est embauchée sur des personnes qui ont percé après leur carrière. Alors c'est ce genre d'aspect-là qui fait qu'on deal avec ça, comme tu dis. Toi, tu as gagné au concours Cégep en spectacle et tu as gagné dans le domaine de la chanson. Oui. Et tu es arrivé ici tout à l'heure en me disant, bon, je sais pas trop si vraiment je veux faire une carrière là-dedans. Je réfléchis à tout ça. Quand tu entends plein de jeunes qui ont commencé à percer, qui veulent continuer à le faire, et
quand tu entends tout ce que ça demande, tout ce que ça exige, tu te dis quoi par rapport à tout ça? Mais ça, comme on disait, je pense que c'est une question d'opportunité aussi. Parce que moi, la chanson, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite, puis j'aime vraiment ça. Mais ça va dépendre aussi des chances que je vais avoir. Quand je me mets pas une porte en disant c'est trop difficile, moi j'arrête. Je continue avec les opportunités, puis je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver. Puis je pense que, comme on disait, c'est vraiment croire en soi. Puis au nom de la passion, on peut faire, je pense, n'importe quoi. Il y a notre plus jeune ici qui a 10 ans, qui a gagné des concours de piano importants. Maude, est-ce que tu... Non, c'est quoi ton nom? Mathilde, Mathilde. Est-ce que tu continues encore de souhaiter faire une carrière dans le domaine du piano? Oui. Oui? Même si tu sais que tu vas devoir travailler très fort? Oui. Oui? Ça te fait pas peur, ça? Ben, des fois, j'ai peur, là. Tu vas être capable? Oui. Ben, on te dit bonne chance. Merci d'avoir été dans notre studio aujourd'hui. À bientôt. Mathilde, je suis désolée. Vous découvrirez les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain, à Claire-Lamarche, heureusement, il y a encore des personnes au grand cœur. Comment tu trouves ça? C'est pas pire. Hein? Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de frappe aussi. Vous allez me dire, c'est des fautes de frappe. Non, 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 non. Une lettre comme ça n'a pas d'affaire à sortir d'une maison d'éducation. C'est signé du conseiller en orientation. Et de la directrice d'unité, 5e secondaire. Hein? Jean-Guy Asselin et Claudette Lavigne. André Laurando, ils m'aimeront pas. La date, c'est effrayant. C'est plein de ça. C'est plein. C'est plein de fautes. Mais des fautes de frappe, dira-t-on, mais il y a quelques fautes de conjugaison. Tu sais, en échec, dans la matière si haut mentionnée, prends un E mentionné. Matière si haut mentionnée, prends un E. En tout cas, il n'y a pas d'accent. André Laurando. J'aimerais ça que Jean-Guy Asselin et Claudette Lavigne suivent le cours avec la petite Nadine. 3 semaines, vous autres, là. Hein? C'est assez fort? Oh, on en a d'autres. On en a d'autres. On en a d'autres. Oui, j'en ai une autre ici. Je t'avais dit de pas commencer à 5h30, j'étais pas prêt. Vois-tu, je suis tout mêlé dans mes papiers, Jean-Claude. On demande des travailleurs qualifiés. Et ça, c'est un article qui est très intéressant parce qu'il vient dire que des entreprises se disputent des ingénieurs spécialisés en télécommunications, en informatique, en technique, en fibre optique, mais nombre de leurs confrères en génie civil ne trouvent pas d'emploi. Et ça amène à questionner l'ensemble de notre programme d'éducation. Vous savez que nous avons ici, au Québec, valorisé l'enseignement supérieur et il était temps pour qu'on sorte un peu du giron des 3 seules professions qu'il y avait au Québec: notaire, avocat, médecin. L'autre, c'est pas une profession, c'est une vocation, curé. Il y en avait 4 dans le village qui dirigeaient les destinées de la population. Tu recevais une lettre chez le postillon, chez le maître de poste, tu allais voir le notaire, le curé, le médecin ou l'avocat pour te la faire lire. Mon grand-père, j'ai 42 ans, était illettré, signait d'un X son nom. Voyons. Il est venu au monde à la même place que la petite Bordelot, là, les filles de Caleb. Il vient de ce coin-là. Et là, nos pères à nous, on dit « Hey, il faut que tu t'instruises, tout le monde à l'université. » Ça a fait en sorte qu'on a dévalorisé le secteur professionnel. Ça veut dire que du moment qu'un petit gars ou une petite fille pense à s'en aller dans une technique, salir un peu à la graisse, ça fait pas le rêve du père ou de la mère qui voulait en faire. Un avocat, un médecin, un notaire, curé, marche-point, là. Ces 3 affaires-là. Ainsi donc, on se retrouve avec des professionnels d'université qui n'ont pas de travail et des professionnels d'université qui sont surclassés pour faire le travail qu'un technicien pourrait faire. C'est un drame de formation. On est obligé de faire venir de la main-d'œuvre d'ailleurs pour travailler, pour mettre des portes après des hélicoptères au Canada. Il va falloir revoir ça. Oui, monsieur le ministre, enlevez ça,
mais oui de la formation professionnelle et arrêtez Québec-Ottawa de vous ostiner là-dessus. Nous autres, pendant ce temps-là, on brûle des générations. Notre sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui élève les passions. C'est un sujet qui amène la controverse. C'est un sujet qui est en perpétuel questionnement de notre société et des individus, celui de la peine capitale. À 1 heure du matin, la nuit, un monstre, 33 meurtres, Gacy, est exécuté par l'État. Il a croisé la justice des hommes et par injection, on l'exécute. Il était condamné à mort pour 33 meurtres qu'il n'a commis. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Vient-on de rendre justice dans l'équité? Vient-on de réparer un crime? Vient-on de se venger? Vient-on d'avoir créé une situation dissuasive pour l'avenir? Ou si on vient d'économiser 50 000 $ par année que coûte un prisonnier? Êtes-vous pour ou contre le rétablissement de la peine capitale? Un sondage récent nous laisse croire que si on avait lancé un référendum à travers le Canada, 69 % de la population canadienne était favorable à la réintégration de la peine capitale dans notre système de justice. Ce n'est pas... Du conseil d'administration démissionne. Nelson Mandela prête serment, le monde entier acclame le premier président noir d'Afrique du Sud.